Salut Aldric, Salut David. est-ce que tu veux me raconter ce que tu as fait ce matin justement pour me rejoindre ici à Paris, plein d'énergie, le sourire aux lèvres, prêt à dévorer la journée? Alors ce matin, moi généralement j'ai une routine le matin, je me lève vers 7 heures. Première chose que je fais, je bois un grand verre d'eau parce que je suis assez déshydraté. Et puis après, je fais un peu de mobilité, un peu de renfort musculaire. J'ai 10 minutes de mobilité, 10 minutes de renfort musculaire. Et ensuite, douche chaude pour commencer, pour ne pas se faire trop mal. Et après, 2 minutes de douche froide. Et ensuite, la guerre commence puisque je réveille mes deux petits garçons de 3 et 6 ans qui ont encore plus d'énergie que moi. Et donc après, je prends un petit déj avec eux et je les emmène à l'école tous les matins. Si je me souviens bien, tu as découvert le froid avec Leonardo Pelagotti que je connais bien, qui est un ami que je Exactement. reçois, que j'ai déjà reçu sur ce podcast et que j'adore. Tu peux me raconter un peu cette aventure? Ouais, ouais, on avait fait un stage Wim Hof avec Léo et deux copains. Je pense que c'était il y a quoi? Il y a 6 7 ans. On était dans un endroit absolument magique dans les Alpes italiennes. Et il nous a expliqué comment fonctionnait la méthode de respiration Wim Hof et aussi l'exposition au froid. Donc avec tout d'abord toute une méthode pour réchauffer le corps avec des exercices et puis après une immersion dans le froid. Donc là c'était dans des lacs, donc encore plus magique que avoir une exposition dans un bain froid ou avec une douche froide. Là c'était dans des lacs absolument magnifiques à 4 degrés. Et donc on restait 2-3 minutes dedans et puis quand tu ressortais tu sentais que tu avais une énergie de fou. Et puis les bienfaits du froid tu les connais par cœur, hein, mais c'est boost d'énergie, réduction du stress et puis aussi renforcement du système immunitaire. Puisque depuis que je fais ça, je suis quasiment plus malade. Tout le monde est malade à la maison sauf moi. Énorme. Et du coup, ça a été un peu game changer dans ta vie, dans ta façon d'appréhender tes journées, ton boulot de chef d'entreprise? Alors ouais, je fais pas mal de choses pour faire en sorte de toujours être au maximum de mon énergie. On pourra en parler plus tard. Et en effet, après avoir testé beaucoup de choses, un des trucs qui fonctionne le mieux sur moi, c'est l'expo au froid. Tu vois, tous les mercredis matins, j'ai un ami que tu connais, que tu as invité aussi ici, Benjamin Cardozo, qui nous reçoit chez lui sur sa terrasse et on se fait. Il a donc un bain froid, Polar Plunge, et on fait 2 minutes de bain froid. Et après les 2 minutes, on enchaîne sur une séance de sport. Et c'est juste le truc qui me fait le plus de bien dans la semaine. Pour moi, c'est indiscutable, c'est ce qui est le plus efficace. Puis en plus, le retour sur investissement, il est imbattable puisque c'est 2 minutes d'expo et puis les effets, tu les gardes toute la journée. T'as toujours eu un petit peu cette appétence pour l'exploitation de ton potentiel, pour la recherche, parce que tu dis que tu as testé plusieurs choses, pour la recherche des déterminants de la performance. Est-ce que tu as facilement eu cette conscience que si tu voulais réussir en tant qu'entrepreneur, tu devais d'abord prendre soin de tes bases, que pour être un capitaine fort dans la Mm. tempête et résister aux embruns, il faut être solide sur ses pieds? Ouais, bah moi en fait, si tu veux, mon désir profond, ça a toujours été de vivre avec beaucoup d'intensité. Tu vois, que ce soit euh, d'être ouais, de chaque moment que tu passes, d'être un bon père, un bon mari, un bon pote, un bon entrepreneur, un bon manager, un bon sportif, tout ça, pour moi, le principal catalyseur de ça, c'est l'énergie. Euh, et donc, j'ai réfléchi à beaucoup de choses qui me permettent en fait d'avoir le maximum d'énergie. Donc, ça passe par beaucoup d'investissements en moi, évidemment, avec des techniques, des habitudes. Et, et sans ça, je ne serais pas assez aligné avec mes valeurs, tu vois. Je ne serais pas assez aligné avec le fait que quand tu fais quelque chose, il faut le faire à fond. Et pourquoi est-ce que moi, ça me drive? C'est évidemment très personnel. C'est parce que j'ai ce besoin d'avoir des émotions, d'avoir de l'adrénaline. C'est ça, c'est ce qui fait que je fais les choses, c'est ce qui me motive. Hmm. Tu sais, c'est marrant parce que ces valeurs d'intensité et de densité, elles sont absolument fondatrices d'une nouvelle marque que j'ai créée qui s'appelle Féroce. Et Ok. donc, l'idée, la densité, elle se retrouve vraiment dans la densité micronutritionnelle des produits qu'on crée, mais aussi dans la densité de chaque seconde qu'on veut vivre. Tu vois, la mission de Féroce, c'est de nourrir le potentiel humain physiologiquement, mais aussi Hmm. intellectuellement. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi avec le podcast. Et donc, cette notion d'intensité, de voir la vie comme.
tu vois, j'aime bien dire qu'on est incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie, alors jouons-y pleinement. J'ai l'impression que, tu vois, les tentations, euh, j'ai souvent tendance à taper sur le confort parce que c'est tellement facile, même quand on est passionné, même quand on a envie de faire des choses, de simplement se poser sur le canapé et puis d'allumer Netflix. D'ailleurs, la plupart des boîtes qui se lancent dans le divertissement, etc., disent que leur plus gros concurrent, c'est pas leur concurrent, c'est justement des Netflix, Ouais. des TikTok, etc. Parce que aujourd'hui, on est dans une forme de guerre de l'attention et c'est tellement facile d'avoir un petit shoot de dopamine simplement en scrollant sur ton téléphone que de moins en moins, on a le courage et l'envie d'aller vivre vraiment nos passions, d'aller vivre ses émotions. Et pour autant, tu parlais de cette expérience dans le froid avec Léo et tes amis, je sais que tu aimes bien la montagne aussi, etc. Ben, quand tu vas faire un week-end de randonnée avec des amis, par exemple, c'est peut-être profondément inconfortable. Tu vas marcher pendant des heures, tu vas être le soir, tu vas être crevé, tu vas manger une soupe qui va peut-être être insipide, mais en fait, ça va te sembler être la meilleure de l'univers parce que tu vas crever de faim. Et tu sors de ce week-end-là, de cette mini-escapade, hyper enrichi, tu vois, avec plein de souvenirs dans la tête et plein d'émotions. C'est un peu comme si tu avais vécu une mini-vie en 2 jours. Et, euh, et tu vois, d'ailleurs, j'ai expérimenté une de ces mini-escapades là récemment parce que mon frère m'a offert un week-end en van. Et donc, il m'a loué le van, tu vois. Et donc, je suis parti le vendredi soir et puis je suis rentré le dimanche après-midi. Et simplement, j'ai baroudé avec mon van. J'ai été faire des sorties de trail. Quand je courais pas, j'étais en train de lire des livres de philosophie, notamment Être heureux avec Spinoza, qui était assez sympa. Manger des bonnes choses, voir la montagne, marcher un petit peu, réfléchir, flâner, sans écouter de podcast, sans regarder mes mails, sans être au téléphone, sans essayer de rentabiliser chaque minute de mon temps comme j'ai peut-être parfois l'habitude de le faire. Et ça m'a fait un bien fou. Et je me dis, tu vois, ces mini-escapades, ces parenthèses dans la vie, elles sont vachement accessibles. Parce qu'en réalité, ça m'a pris un week-end. Ça n'a pas impacté mon emploi du temps, ça ne m'a pas obligé à poser des vacances, etc. Et ça coûte même pas cher, tu vois. En l'occurrence, là, j'ai pris un van, mais j'aurais très bien pu être en tente, ça aurait aussi bien marché. Et, et j'ai l'impression qu'on est un petit peu en déficit de souvenirs réels au profit de conversations de bas étage, de machines de café, de séries qui nous plaisent qu'à moitié parce qu'on est tellement accro à la télé, aux plateformes de streaming, etc., que souvent on regarde des choses par défaut alors qu'en réalité ça ne nous plaît pas vraiment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais regarder la télé, tu vois. J'ai regardé là récemment la série, une série sur Amazon Prime qui raconte un truc au moment de l'époque romaine avec les jeux, les colisées, etc., les gladiateurs. Et j'ai trouvé super, j'ai pris du plaisir à la regarder. Donc je ne suis pas en train d'être dogmatique et de dire il faut passer tout son temps dehors. Mais j'ai l'impression que la compétition et la concurrence est parfois inégale et nous donne la sensation que ce qui est facile et accessible est une bonne option et nous fait délaisser des choses qui nous laissent des souvenirs beaucoup plus durables et beaucoup moins périssables. Ouais, bah, je suis complètement aligné avec ça. Et tu vois, moi, je passe justement beaucoup de temps à investir en moi. Euh, Après, là où je nuancerais, c'est que l'effet de bord de ça, ça peut être que tu n'as pas assez de temps où tu lâches, tu vois, où tu lâches prise. On a parlé de la routine du matin, mais pour que je sois efficace dans ma journée, j'ai mis en place aussi pas mal de choses, tu vois. Je joue beaucoup avec les énergies des gens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'en donnent, d'autres qui m'en prennent un peu plus. J'ai aussi des routines, des méthodes de travail pour être plus efficace. Et tout ça, en fait, fait que tu apportes beaucoup de contrôle dans ta vie. Et ça, je pense que c'est nécessaire pour réaliser tes projets de vie, surtout pour moi, un de mes projets qui est Climb, ma boîte. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des à côté où tu lâches, tu vois, où ton cerveau se met juste en off parce que sinon tu exploses. Et quand j'ai lancé la boîte, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs hein, pour moi, c'est que j'ai eu tellement d'intensité dans ma vie avec un enfant en bas âge, avec beaucoup de projets de sport, avec Climb, avec ma boîte, avec un sujet aussi familial qui me prenait beaucoup de temps et qui me stressait, où mon corps m'a mis un énorme warning. Et il m'a dit, bah là, stop. Et du coup, j'ai eu des acouphènes. Des acouphènes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bruit, ça peut être un bruit grave ou un bruit aigu, que tu peux avoir dans une oreille ou dans deux oreilles, et que tu peux avoir de manière temporaire ou permanente.
Et donc moi, c'était des acouphènes dans les deux oreilles, un bruit très aigu, un peu comme un ultrason, et de manière permanente. Donc, si tu veux, le truc t'arrive sur la gueule, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Ça a été pour moi, tu vois, une des épreuves, voire ouais, l'épreuve la plus difficile à vivre. Et donc pour parvenir à maîtriser mes acouphènes, ça a été un parcours du combattant. Tu vois, là j'en ai encore. Par exemple, si on parle plus, je les entends. J'ai dû mettre en place beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc l'investissement en soi, je l'avais déjà en moi, mais du fait de mes acouphènes, c'était devenu quelque chose d'obligatoire pour m'en sortir. Ce qu'il faut faire quand tu as des acouphènes, déjà le premier truc qu'il faut faire, c'est il faut consulter un médecin, un ORL, pour voir si les acouphènes ne sont pas provisoires. Ça peut être dû à un choc sonore, ça peut être dû à un blocage au niveau des cervicales, ça peut être dû à un bouchon de cire. Donc déjà, le premier truc que tu dois faire, c'est savoir si jamais ces acouphènes peuvent être retirés. Si elles ne peuvent pas être retirées, alors elles sont permanentes, moi c'était mon cas. Et là, le parcours du combattant commence. Parce que quand elles sont permanentes, tu sais, tu vas voir ton ORL et ton ORL te dit vous allez devoir vivre toute votre vie avec vos acouphènes. Et donc, il faut apprendre à les maîtriser. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est parler à des gens qui en ont déjà eu. Le fait d'en parler à des personnes qui souffrent du même symptôme, déjà, tu vois, ça fait du bien. Tu te dis que tu n'es pas seul à avoir ça. Ensuite, tu dois apprendre ce qu'on appelle les techniques de défocalisation. Donc, je ne sais pas si tu fais de la méditation. Écoute, en tant que mec très discipliné, j'en ai fait religieusement pendant, je crois, 9 mois, tous les jours. Et en réalité, pour être honnête avec toi, je te rejoins sur cette idée de lâcher. D'ailleurs, tu vois, moi aussi, j'organise de façon extrêmement minutieuse mes journées, mes routines, etc. pour essayer d'avoir une adéquation parfaite entre mes états physiologiques et la demande de mon environnement, la tâche que j'ai à accomplir. Et donc, je time de façon assez importante, tu vois, mes phases de deep work, mes phases plutôt créatives, etc. Et dans l'organisation de mes journées, j'ai ajouté un truc que j'appelle des marches créatives. Et je considère comme du travail. Et ça, c'est peut-être une de mes plus grosses révélations cette année. C'est-à-dire que je me nourris de beaucoup de choses. Des contenus de podcasts que je lis, enfin de podcasts que j'écoute, de livres que je lis, de conversations que j'ai, d'idées, de mon travail, etc. Et donc, je me nourris beaucoup, 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 beaucoup. Mais il me faut du temps ensuite pour métaboliser toutes ces informations. Et ces marches créatives, où je ne suis pas en train d'écouter un podcast, je ne suis pas en train d'écouter un livre audio, je suis en train de rien faire si ce n'est de marcher, permet vraiment à mon cerveau de faire des liens entre ces différentes connaissances et me donne une qualité, une clarté, et une qualité de décision, une clarté de pensée et de nouvelles idées d'une puissance incommensurable. Et franchement, ça c'est un hack hyper puissant dans la construction de mon business, que ce soit pour avoir de nouvelles idées créatives, pour trouver et asseoir la stratégie, pour prendre la bonne décision, avoir la bonne posture, etc. Et donc, je te parle de ça, je sais que tu m'as posé la question sur la méditation. Ça, c'est pour moi une forme méditative, quelque part. Mais la méditation en tant que telle, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui me coûtait de l'énergie plus qu'elle m'en donnait. Tu disais tout à l'heure que tu écoutais la façon dont ton énergie était utilisée par les autres ou par les tâches que tu fais. Et ben, moi, j'ai essayé d'être plus attentif justement à la façon dont je dépensais mon énergie. Donc de supprimer de plus en plus, de déléguer les tâches qui me drainent de l'énergie, de supprimer de mon entourage les gens qui me drainent de l'énergie, et par contre d'interagir beaucoup plus avec les gens qui me donnent de l'énergie, d'être beaucoup plus dans mes zones de génie, c'est-à-dire des tâches dans lesquelles je suis bon et que j'aime faire, et en plus qui répondent à ma mission. Et là, j'ai l'impression de me transcender, tu vois. Et la méditation, j'en voyais des bienfaits parce que j'ai une tendance un peu hyperactive et justement ça me permettait de ralentir. Mais d'un autre côté, c'était quand même une contrainte qui avait tendance à me frustrer. Et par contre, un autre truc que je fais et qui m'apporte entre guillemets, les mêmes bienfaits de lavage, on va dire, mental et physique, c'est le sauna. Et la différence entre la méditation et le sauna, c'est que le sauna, je prends du plaisir à le faire, tandis que la méditation, j'avais pas spécialement de plaisir. Donc le sauna, j'en ai mis un dans mon salon. À la base, il prenait même la place de ma télé. Et comme ça, régulièrement, je faisais des saunas. Et en fin de journée, ça me permettait vraiment de lâcher. Ouais, mais tu vois, voilà, l'objectif reste le même. Quand tu fais une méditation, quand tu lâches dans un sauna ou quand tu marches, l'effet sur le cerveau est le même. Bref, ce que je voulais dire, c'est que donc, du coup, j'ai dû apprendre des techniques de défocalisation. Et ça, c'est la méthode qui marche pour maîtriser tes acouphènes. C'est apprendre à ton cerveau de penser à quelque chose de manière très intense.
pour te déconcentrer de ce bruit permanent que tu as dans les oreilles. Donc ça, j'ai dû apprendre à le faire. Ça prend du temps à bien le maîtriser. Tu vois, ça m'a pris 2 ans. Tu veux dire vraiment une concentration extrêmement accrue sur la tâche que tu es en train de faire? Extrêmement accrue sur ce que tu fais pour ne pas penser à tes acouphènes. Donc imagine, tu fais une séance de méditation. Et ben, tu dois intensément être présent dans ta méditation pour ne pas penser à tes acouphènes. Il y a plusieurs techniques. Tu peux faire un scan du corps. Tu peux aussi avoir les mains sur les genoux, être très concentré sur la sensation que tu as entre le toucher de ta main et de ton genou. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de vivre avec mes acouphènes. Donc dès que tu n'es pas suffisamment concentré, même indépendamment d'une méditation, dans une conversation, dans une tâche que tu es en train de faire, etc., si tu n'es pas suffisamment focalisé, tout de suite tu as tes acouphènes qui reviennent? Alors maintenant, non, hein, parce qu'il y a un indicateur pour savoir comment tu te sens avec tes acouphènes entre 1 à 10. Bref, au départ, les premières années, quand ça t'arrive, tu es à 9 ou 10 sur 10, tellement ça te gêne. Tu vois, là maintenant, je suis à peu près 3-4 sur 10. Mais au début, oui. Au début, tu parles avec un pote. Si jamais tu décroches, tu penses à ton acouphène, ça prend le dessus, et là, tu as des pensées stressantes, anxieuses, etc. Et donc, cet acouphène, moi, ça m'a transformé et du coup j'en ai fait une force puisque tout ce que j'ai appris en termes d'investissement sur soi, eh bien ça m'a permis d'avoir encore plus d'énergie pour pouvoir réaliser mes projets de vie. C'est vraiment incroyable. Bah, déjà, cette capacité à transformer un traumatisme, un revers de la vie en une opportunité de progresser, de se développer, ça c'est forcément une croissance post-traumatique que je trouve passionnante. Mais aussi, tu vois, quand je t'écoute avec les acouphènes, je me dis « Waouh !» Ça a l'air horrible. Et d'un autre côté, je me dis, waouh, ça a l'air d'être un super outil pour aiguiser ton cerveau et t'obliger à être hyper sharp. Parce qu'en réalité, tu vois, je te parlais de cette économie de l'attention un peu plus tôt et de cette guerre pour l'économie de l'attention. Tu vois, les stimulations sont partout. Dès que tu as un petit peu de temps d'attente parce que tu es aux toilettes, dans une file d'attente ou quoi que ce soit, tu vas tout de suite regarder ton téléphone, tes mails, etc. Tu as des publicités partout. Enfin, vraiment, la somme d'informations, on est vraiment dans un monde d'infobésité et notre cerveau, il n'est pas programmé pour supporter autant de distractions différentes. D'où les vertus d'ailleurs de cette marche créative dont je te parlais. Il y a des auteurs, Michael Easter notamment, qui a écrit une newsletter hyper intéressante en anglais, mais je la mettrai dans les liens, dans les notes de l'épisode, sur les vertus de l'ennui. C'est absolument passionnant. Et voilà, et la corollaire de ça, c'est la difficulté qu'on a. En plus, d'ailleurs, la plupart des gens qui bossent, je ne sais pas si dans ta boîte tu observes ça, mais c'est une tendance au multitasking, à faire plein de choses en même temps. Moi, au contraire, j'essaie d'être hyper focus. Le matin, j'ai mes tâches importantes, donc pas urgentes. Et donc, je suis en mode deep work, en mode tunnel là-dessus, et je me mets en mode bulle, hyper concentré. Et voilà. Et donc, bref, on a tendance à faire du multitasking, etc. Et la conséquence de ça, c'est que notre capacité d'attention et de concentration est de plus en plus faible. Et je pense que par ce problème des acouphènes, tu as réussi à développer une qualité de focus qui est presque hors du commun. Ouais. J'interromps une minute ce podcast pour te parler du collagène. Son rôle ne se limite pas aux articulations ou à la peau. C'est la protéine du lien, celle qui crée l'unicité du corps entier. Nos ancêtres consommaient régulièrement des tissus riches en collagène, comme la peau, la moelle osseuse et les cartilages. Mais aujourd'hui, nos apports sont trop faibles pour garantir un renouvellement optimal des tissus. C'est pourquoi la supplémentation avec du collagène éthique tel que celui d'Unae montre tant de bienfaits dans les études. Effet anti-âge, santé articulaire, qualité du sommeil, stimulation de l'hormone de croissance, gain de masse musculaire. Et dans le cadre de ce partenariat, je remercie Unae qui te permet de bénéficier de 10% de réduction avec le code LIMITLESS. Valable sur toutes les commandes Unae. Ouais, c'est vrai, et puis ça m'a aidé sur pas mal de choses. Ça m'a aidé d'un point de vue perso sur la performance dans le sport, mais ça m'a également aidé. Comment? Excuse-moi, tu peux détailler? Je te donne un exemple concret sur ma manière de faire du sport avant mes acouphènes. J'en faisais beaucoup, tu vois, j'en ai toujours fait beaucoup. J'ai un père très sportif qui m'a transmis ça. Donc je nage, je cours, on en a parlé, mais tu vois, je suis en train de m'entraîner pour faire du triathlon. J'ai fait beaucoup d'escalade, d'alpinisme. Là, je fais de l'apnée. Enfin, c'est vraiment un driver pour moi dans la vie. Et maintenant, je le fais avec beaucoup plus de méthode. Un exemple tout con.
quand je poussais mes entraînements, je les poussais tellement fort que à la fin, je me sentais, je me sentais pas bien. En course à pied, j'avais limite le goût du sang, tu vois. Et en parlant à des athlètes de haut niveau, j'ai appris que l'entraînement comme ça, on va dire fractionné, ça doit représenter peut-être 20% maximum de tes entraînements. Et que le reste, c'est des entraînements beaucoup plus longs, endurance fondamentale, qui doivent représenter 60-70% de tes entraînements. Et tu vois, moi, jusqu'à mes 30 ans, 31 ans, je me suis entraîné comme un bourrin. Et donc, le fait d'avoir des entraînements plus méthodiques, d'avoir une approche plus précise, ça m'a permis d'avoir de meilleurs résultats, d'être plus performant. Ça, c'est sur le sport. Et puis également dans mes rapports avec les gens, dans ma qualité d'écoute. Je pense que très peu de personnes savent vraiment écouter. Ça va t'intéresser. J'ai fait intervenir quelqu'un dans mon entreprise, un bon ami, Charles, qui est aveugle, et qui a expliqué devant mes collaborateurs à quel point le fait d'avoir perdu la vue a aiguisé ses autres sens, notamment l'écoute. Et il s'est rendu compte que dans des conversations avec ses potes, en fait, personne ne savait vraiment s'écouter. Que chacun était fixé sur son idée, sur ses positions, pour pouvoir rebondir de manière smart, pour avoir la reconnaissance de l'audience, du public, versus écouter vraiment quelle est la conviction de la personne en face, la croyance de la personne en face, le problème de la personne en face pour pouvoir l'aider. Et donc, ce que j'essaie de mieux faire, et on a un groupe d'entrepreneurs, on est très porté par ça, dans mes relations avec mes proches, c'est d'avoir plus d'impact avec eux, et donc tu as plus d'impact quand tu sais mieux écouter. Donc ça, c'est sur le perso, et sur le pro, ça m'a aussi beaucoup aidé. Tu voulais creuser Oui, sur cette qualité d'écoute, je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu as des tips, des outils précis ou des exercices que tu pourrais partager et qui permettent, selon toi ou selon ton ami, de progresser dans cette capacité d'écoute? Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que dans une conversation, tu es souvent focalisé sur ton idée et ce que tu veux répondre beaucoup plus que ce que sur l'autre est en train de dire. Ouais, j'ai une technique qui marche bien. C'est comme dans les commandements militaires, il faut que tu te parles à l'impératif. Donc tu te dis tais-toi. Ok, très simple, efficace. Juste ça, et ça marche en fait. Et enfin moi, tu vois, ça fonctionne bien. Tu as envie de rebondir et je me dis tais-toi. Et comme ça, t'attends. Et en plus, la qualité de ta réponse sera bien meilleure parce que souvent, on interprète beaucoup. On interprète beaucoup. Tu vois qu'il y a plein de références. Un livre que j'aime beaucoup, c'est les 4 accords Toltec. Oui, j'adore aussi. Voilà. Il y en a un, c'est ne jamais interpréter. Ouais. Et on passe notre vie à interpréter. Et donc le fait de ne pas rebondir tout de suite, de mieux écouter, tu n'interprètes pas. Et donc tu as une meilleure qualité d'analyse et de réponse. Ça, franchement, les 4 accords Toltec, c'est simple comme bonjour, mais c'est tellement puissant si tu les appliques. Vraiment, c'est un game changer. Je pense que d'ailleurs, que ce soit à l'échelle personnelle ou même d'une entreprise, c'est presque un livre de chevet que tu devrais offrir à tous tes collègues. Je l'ai offert à quelques collaborateurs. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je l'ai offert. Alors, on peut les rappeler. Hein. Le premier, c'est la parole impeccable. Donc, ce que tu dis doit être vrai, doit être bienveillant et doit être utile. Pour moi, c'est le plus dur. On peut en parler après. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas prendre personnellement les choses. Le troisième, c'est qu'il ne faut pas interpréter. Et le quatrième, il faut toujours faire de son mieux. Je suis très à l'aise avec toujours faire de son mieux, pas interpréter. Celui qui pour moi est le plus dur, c'est la parole impeccable, que tu dises quelque chose de toujours vrai. Ça, je me l'applique tout le temps. De nécessaire et de bienveillant, je me l'applique aussi, mais de nécessaire, c'est très dur. Parce que sinon, tu deviens, tu vois, si jamais tu as tout le temps la parole impeccable avec tes potes, machin, tu deviens chiant. Et donc, c'est très dur de t'efforcer à dire des choses qui sont toujours utiles et nécessaires. Ouais, je pense que parfois, ça fait du bien. Enfin, tu vois, moi, j'ai peut-être, on parlait de déficit de l'attention tout à l'heure. Quand les conversations ne sont pas suffisamment stimulantes, pour moi, j'ai tendance à décrocher et à ne pas écouter. Donc, j'ai besoin d'une intensité intellectuelle suffisante que pour me permettre d'être focalisé. Et en même temps, donc ça me pousse plutôt à des conversations plutôt intéressantes. Mais en même temps, je m'aperçois, par exemple, mon frère, s'il écoute cet épisode, ça le fera rire. En fait, ensemble, à chaque fois, on a tendance à philosopher, à partir dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, c'est épuisant.
Et je lui ai déjà dit plein de fois, je lui ai dit, mais si on était tout le temps ensemble, on ne se supporterait pas, quoi. On s'épuiserait. Donc c'est important aussi, je pense, d'avoir des conversations beaucoup plus light, en fait, juste de parler de la pluie, du beau temps. Et donc il ne faut peut-être pas justement segmenter et puis donner des qualités plus ou moins importantes au niveau intellectuel de la discussion, parce qu'en réalité, elles sont toutes importantes, elles favorisent tout le lien. Et d'ailleurs, même si c'est généralement plutôt négatif, ce côté commérage a été un des fondements de la création de nos communautés et de nos sociétés. Ouais. Mais après, moi sur la parole, j'aime bien cette image qui vient, je crois, aussi des 4 accords Toltec, de voir la parole comme un pouvoir. Et c'est un pouvoir magique, ça peut être de la magie blanche ou de la magie noire. Et vraiment de prendre la responsabilité de ce pouvoir et de l'impact qu'il peut avoir sur le monde et même sur les personnes par effet ricochet. Et donc il y a cette image qui est hyper évocatrice où c'est une femme qui travaille dans une entreprise et puis son patron justement utilise sa parole à mauvais escient et lui dit je sais plus quoi, quelque chose qui l'attriste ou qui la fait douter de ses qualités personnelles, etc. Et donc elle rentre épuisée, mal à la tête, etc. avec une journée fatigante de son travail. Elle arrive chez elle et puis là il y a sa fille qui chante à tue-tête parce que sa fille elle est pleine d'énergie, tu vois. Un petit enfant de 4 ans, 5 ans, c'est un petit générateur de chaos et c'est toujours rempli de vie, tu vois. Et puis tu as l'impression parfois qu'ils sont à moitié crevés et puis il suffit qu'ils mangent un petit bout et puis tout de suite, paf, c'est reparti au plafond, quoi. Et donc elle chante à tue-tête et cette maman lui dit tais-toi, tu chantes mal. Et en fait, elle n'a pas pensé à ce qu'elle disait, elle n'a juste pas réfléchi, elle n'a pas pris conscience de la responsabilité de ce pouvoir magique qu'est la parole, que son patron avait déjà utilisé de façon négative avec elle, et donc par effet ricochet, qu'elle a utilisé de façon négative vis-à-vis de sa fille. Sauf que sa fille qui entend ça de sa mère, sa mère qui est pour elle une super héroïne, son exemple, eh bien, elle va intérioriser cette certitude et se dire « je chante mal ». Et toute sa vie, elle va se dire et se convaincre qu'elle chante mal, et donc ne jamais oser chanter. Et même âgée de 18 ans, 20 ans, dans une soirée karaoké avec ses copines, tout le monde va chanter, elle pas, parce qu'elle est convaincue qu'elle chante mal, alors que peut-être qu'elle a une voix merveilleuse. Et tu vois, là-dessus, que ce soit avec ta famille ou dans le boulot, quand tu es entrepreneur, quand tu as une vie à 1000 à l'heure, tu as beaucoup de moments stressants. Et donc, quand tu ressens un moment stressant, quand tu as des émotions, tu vois, quand tu as de la colère qui monte ou quoi, premier truc que je vais faire, moi, je me cache, je vais marcher. C'est hyper important parce que sinon, les travers, c'est ce que tu viens de décrire, tu vas avoir une parole, un discours qui va pas être la bonne et qui va pas permettre à la personne en face de toi d'aller bien, de se développer, tu vas pas l'accompagner. Donc évidemment, hein, ça m'arrive de merder, hein, comme tout le monde, mais en tout cas, dès que je sens que ça monte, tu vois, j'essaie d'être à l'écoute et je vais marcher. Et même avant de rentrer chez moi, j'ai besoin de ce sas de décompression, d'un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, quand je rentre, tu vois, ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est de rentrer le soir et de lire une histoire à mes 2 garçons, c'est mon climax de la journée. Et pour bien leur lire l'histoire, parfois je lis une histoire sur le bouquin et parfois je la construis avec eux, ça les stimule intellectuellement, ils adorent ça. Pour bien construire l'histoire et bien leur raconter, j'ai besoin d'avoir une bonne énergie. Donc j'ai besoin de ce sas pour faire en sorte que ma communication avec eux va être la bonne. Comment tu co-construis l'histoire avec eux ? Alors j'ai une méthode qui est assez cool. Bon, déjà une histoire, un storytelling, c'est assez classique, hein. Tu as un constat, après tu as un perturbateur, après tu as une résolution du problème. Donc, je prends toujours ce canevas. Et ce qui marche bien, c'est que donc on construit. Donc au début, je vais leur dire, allez, on démarre l'histoire. Donc déjà, il faut être dans une position, tu vois, assis à côté. Il faut qu'on soit calme, pour pas qu'il y ait trop de lumière, pas qu'il y ait trop de bruit. Ensuite, on trouve le personnage ensemble. Ça peut être un humain, ça peut être un personnage de dessin animé, ça peut être un animal. Après, on creuse sur ce personnage. Tu vois, imagine c'est un animal, et je leur demande est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, quelle couleur il a, etc. Et une fois qu'on a déterminé ce personnage, là, c'est moi qui construis l'histoire. Et à la fin de l'histoire, je leur demande de noter l'histoire, pouce vers le bas, pouce moyen, pouce vers le haut. Et en fonction de ce qu'ils me disent, ça me permet d'itérer et puis le lendemain de faire des meilleures histoires. J'adore l'idée. Ça me plaît. Tu as partagé déjà quelques hacks pour
optimiser ton énergie, la préserver et gérer ton stress. Est-ce que tu en utilises d'autres au long de ta journée pour justement te sentir au maximum de ton potentiel? Alors j'en ai beaucoup. Si je devais les prioriser, donc la journée on en a parlé, mais le must-have pour moi le matin c'est la douche froide, obligatoire. Avant d'aller au taf, au bureau, j'ai besoin d'avoir une exposition, tu vois, à la lumière du jour. Il faut que ce soit en vélo ou que je marche, j'ai besoin d'avoir 15-20 minutes d'exposition à la lumière. Au bureau, t'en parlais, mais que ce soit pour moi ou pour les personnes de ma boîte qui ne sont pas des conseillers, qui n'ont pas une activité commerciale, on fait en sorte d'avoir ce qu'on appelle la chose la plus importante, la CPI, le matin pour être le plus efficace. Parce que tu as, je ne sais plus, tu as une stat qui dit que tu as 90% des personnes qui sont plus efficaces le matin. Donc tu en as quand même un peu qui sont plus efficaces le soir. Mais de manière générale, on est plus smart le matin. Donc je fais en sorte d'avoir mes tâches les plus importantes le matin. C'est pour ça que j'enregistre mes podcasts le matin. Voilà, exactement. Après, en fonction des tâches longues ou courtes, j'utilise une méthode de travail que tu dois aussi connaître qui s'appelle la méthode Pomodoro. Donc, je fais des méthodes de focus, de concentration intense pendant 25 minutes. 25 minutes focus intense, 5 minutes de pause, 25 minutes focus intense, 5 minutes de pause. Ça, je le fais 4 fois. Et donc, cette méthode de travail fait que j'arrive à être plus efficace. Quand je bosse, j'ai zéro, tu vois, j'ai mon téléphone est en mode avion, j'ai évidemment toutes mes notifications Slack qui sont coupées, j'ai pas de WhatsApp sur l'ordinateur, je suis concentré sur ce que je fais, je le fais à fond. Je bosse debout aussi essentiellement, ça me permet d'avoir plus d'énergie et puis ça m'aide aussi pour non, mais c'est un game changer. Franchement, le bureau assis debout, c'est un game changer. Voilà, donc je fais ça. Ce qui fonctionne bien, bon, c'est basique, hein, mais je déjeune light pour pas avoir une trop grosse digestion. Quand je suis KO après le déj, je fais une micro-sieste ou un scan rapide du corps. Ça aussi, ça marche très bien. Ça me redonne de l'énergie pour l'après-midi. Les marches aussi, avant certains moments difficiles, que ce soit des négociations avec des partenaires, avec des investisseurs ou des moments de management où j'ai besoin d'avoir une super écoute avec mes collaborateurs. Donc souvent, je vais marcher avant. Ça fonctionne bien. Je joue beaucoup sur les énergies. Si je sais que j'ai une négociation très difficile, le moment avant, je vais faire en sorte d'avoir un moment agréable et de passer du temps avec quelqu'un qui va me donner de l'énergie. Ça, je crois que, d'ailleurs, j'ai été coaché là-dessus, c'est un des trucs qui a eu le plus d'impact sur ma vie d'entrepreneur. C'est de jouer sur les énergies. Donc, tu as des personnes énergie verte qui t'en donnent, d'autres plus énergie rouge. Alors, pourquoi est-ce qu'elles t'en prennent? C'est juste parce que sur certaines valeurs, on est différent. Et donc, c'est bien qu'il y ait d'ailleurs certains managers qui, eux, arrivent à avoir de l'énergie avec ces personnes-là. Donc, j'ai travaillé en pro ou en perso, qui me donne de l'énergie et qui m'en prend. Et pour ensuite calibrer. T'as pas eu envie de recruter que des énergies vertes? Et ça, c'est évidemment l'objectif numéro un. Sauf que dans un principe de réalité, c'est que, tu vois, là, on est à peu près 25 personnes. Tu as des personnes qui t'en donnent, mais tu vas avoir des personnes qui vont en donner à certains de tes autres managers. Et le but ultime, évidemment, c'est d'avoir que des personnes qui t'en donnent. Mais à opérer, c'est quelque chose qui évidemment est très complexe. Ouais, donc voilà pour moi les habitudes qui me permettent d'être productif. Et puis il y en a peut-être d'autres qui me viendront là au fil de la discussion. Et je pense beaucoup à ça. Tu vois, même ma boîte s'appelle Climb pour deux raisons. La première, c'est parce que ce que ça permet de faire pour mes clients, ça leur permet de faire fructifier leur patrimoine pour pouvoir réaliser leur projet de vie. Mais aussi parce que Climb, ça veut dire évidemment grandir. Parce que moi, mon driver, un de mes boosters, c'est de faire en sorte de me faire grandir moi, mais aussi de faire grandir mes équipes, qu'elles puissent progresser. Et d'ailleurs, la valeur de la marque de Climb pour les collaborateurs, c'est que chez Climb, on apprend comme nulle part ailleurs. J'adore. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire que l'entreprise, le travail, n'est pas seulement un moyen de générer des revenus, que ce soit d'ailleurs à l'échelle entrepreneuriale ou à l'échelle des collaborateurs, que ce soit simplement des KPI financiers ou de business, mais que ce soit aussi une opportunité de grandir, de se développer et de progresser d'un point de vue personnel. C'est vraiment la philosophie avec laquelle je fonde aussi cette nouvelle boîte, la Féroce. Et je disais à mon board hier que
je voulais que ce soit une aventure humaine aussi pour eux, tu vois. Qu'à chaque fois qu'on se réunisse ensemble, on ait plaisir à se réunir et qu'après, on ressorte avec de nouvelles idées, mais aussi l'impression d'avoir grandi d'un point de vue individuel. Et j'ai envie de porter cette mission à la fois pour les collaborateurs qui nous rejoindront, pour nos clients, etc. Tu vois, et d'être une marque inspirationnelle où tout le monde, où quelque part, la réussite n'est pas seulement capée par l'argent et le chiffre d'affaires généré à la fin de l'année, mais aussi par la progression de la somme de ses parties. Enfin, tu vois, moi, un des trucs dont je suis le plus fier, c'est l'équipe. C'est mon équipe chez Climb. Parce que la boîte, elle a 7 ans, donc j'ai mis aussi beaucoup de temps, d'énergie à améliorer le recrutement pour faire en sorte que les personnes qu'on recrute soient alignées avec nos valeurs. Tu vois, on a 3 valeurs dans la boîte qui sont très proches d'ailleurs de celles du sport. La première valeur, c'est la quête d'excellence. Donc, on veut des gens qui sont en quête permanente d'amélioration. La deuxième, c'est l'entraide. On veut une équipe qui gagne. Parce que pour moi, gagner, c'est très important. J'ai ce côté joueur et gagne qui est très important. Mais gagner ensemble, comme une équipe, dans un collectif. Et la troisième valeur, c'est la simplicité. On veut des gens qui font simple. Donc là, ça demande d'être câblé, des hard skills, et qui restent simples. Qui restent simples, là, ça demande d'avoir des soft skills. Et donc, on a ces 3 valeurs, on les a déclinées en comportement attendu dans la boîte. Et ce qui fait que je m'éclate aussi dans la boîte, c'est la fierté que j'ai d'avoir une équipe, d'avoir des collaborateurs où, quand je les regarde faire sur certaines tâches, je me dis, putain, c'est ouf ce qu'ils font. Et ça, c'est hyper important d'avoir ça parce que de croiser, quand tu es entrepreneur, si tu ne croises pas assez ton pro et ton perso, tu vois, moi, un des sujets qui m'anime le plus, c'est de se développer, c'est de progresser. Et donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait ça aussi dans ma boîte, pour mes collaborateurs et pour mes clients. Parce que pour mes clients, je ne leur demande pas de progresser à titre perso, mais je fais en sorte que leur patrimoine progresse. Et donc, en interne, un truc que j'ai fait de très concret, c'est une fois par mois, j'ai mis en place ce qu'on appelle les Summit Breakfast. Donc, c'est un petit déjeuner au sommet où on fait intervenir une personnalité incroyable. Ça peut être un chef d'entreprise, un sportif de haut niveau, un artiste, qui va parler de son parcours pendant une demi-heure, après suivi d'un petit déj. Et ça, moi, je fais venir des gens qui m'animent. J'ai fait venir la dernière fois Arthur Guérin-Bouéry, qui a 8 records du monde d'apnée, dont 3 sous glace. Et c'est un gars que j'aime énormément et qui en a fait un stage d'apnée sous glace d'ailleurs. Et il a parlé de sa vie devant les collaborateurs. Et maintenant, j'invite aussi des clients, parce que ça leur parle beaucoup. Et ça, c'est des moments de vie qui te sortent de ton boulot et qui sont qui t'inspirent. Ouais, c'est génial, j'adore l'idée. Et j'espère déjà que tu leur donnes pas des croissants au petit déjeuner, hein, parce que c'est pas bon du tout pour la glycémie. C'est marrant que tu parles de ça parce que là, on a un petit déj, on a changé un peu une des routines qu'on avait. On avait un kick-off le matin, le lundi là, à 9 h. Je viens de le déplacer à 11 h 30 pour plusieurs raisons. Pour qu'il y ait une meilleure écoute, parce que parfois le lundi matin, tu as une moins bonne écoute. Pour aussi que les managers et moi-même, on puisse avoir le temps de préparer avec les derniers éléments qu'on a eu chiffrés du lundi matin. Bref, et donc ce petit-déj, ce kick-off qu'on avait le lundi matin à 9 h, maintenant il est à 11 h 30, et on a gardé un petit-déj à 9 h. Et tu vois, je me dis, il faut à la fois qu'il y ait des choses qui sont bons pour nous, pour avoir le maximum d'énergie, mais il faut aussi faire plaisir aux équipes. Et donc, je sais qu'il ne faudrait pas de pain au chocolat, de croissant, mais je fais un mélange des deux. Donc, tu vois, tu vas avoir des fruits. Et tu mets des avocats, des œufs. Il faudrait qu'il y ait des avocats, des œufs. Tu as raison, il faut que je craque le truc. Je n'ai pas encore craqué le truc. Mais justement, ça tombe bien parce que ça fait un parallèle direct. J'avais une dernière petite question par rapport à ça. Est-ce que tous les hacks que tu as découverts, expérimentés et que tu utilises au quotidien dans ta vie de chef d'entreprise, tu les partages avec tes collaborateurs? Est-ce qu'il y a une écoute de leur côté? Tu vois, c'est difficile de trouver le juste équilibre, que ce soit parce que tu vois, ça peut tomber dans une forme de paternalisme, de dogme, d'imposition, etc. Et puis il y a plein de choses, tu vois, pour nous qui sommes passionnés par ces sujets, tout ce que tu me partages là, ça me paraît normal, c'est du bon sens. Le fait de voir le soleil le matin, par exemple, bon ben voilà, depuis 7 millions d'années, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours vu le soleil se lever le matin. Et grâce à ça, il synchronise ces petites horloges circadiennes, et ce qui va moduler tout le rythme hormonal, toute la symphonie hormonale, donc le cortisol, l'adrénaline, etc., qui te met en éveil le matin. Tu disais qu'on était plus efficace le matin, c'est médié par des hormones. Et en fait, tout ça, si tu n'as pas les signaux qui permettent à ton corps de savoir quelle heure il est, il ne va pas libérer les hormones nécessaires à ce fit avec l'environnement. Enfin bref, je m'égare, mais pour nous, c'est des choses qui paraissent normales, mais potentiellement, pour des tas de collaborateurs que tu peux avoir qui ne sont pas forcément passionnés par le bien-être,
tu peux sembler être un uluberlu. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, le premier, c'est le recrutement. Moi, maintenant, quand je recrute, et ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait, on fait en sorte de recruter des personnes qui matchent nos valeurs. Ouais. Et donc, les valeurs que je t'ai décrites, c'est des valeurs très portées par le sport. Tu vois, un de nos principaux actionnaires, c'est Teddy Riner. Et donc, je fais en sorte de recruter des personnes pour qui tout ce qu'on est en train d'évoquer, ça fait sens. Un exemple très concret, il y a quelques mois, j'ai fait venir toute mon équipe chez Benjamin Cardozo pour faire un bain froid. Trop bien. Et ils l'ont tous fait. Et j'ai senti que ça les avait... ils étaient fiers de le faire. Et ils ont ressenti ce qu'on a évoqué ensemble, à savoir un boost d'énergie, ça réduit ton stress, tu as un système immunitaire qui est renforcé. Donc, ça parle aux gens. Et déjà, ça parle aux gens parce que dans la boîte, il faut recruter des personnes, il faut avoir un alignement avec les valeurs de la boîte. C'est hyper important. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, et ça parle à tout le monde, je pense que moi, le secret de l'épanouissement, du bonheur, c'est de pouvoir réaliser tes projets de vie. C'est d'être aligné entre que tes actions et tes valeurs soient alignées, que tu sois centré là-dessus. Et ben pour réaliser tes projets de vie, il y a 3 composantes. Il y a la première, la plus importante pour moi, c'est l'énergie. Il faut de l'énergie pour réaliser tes projets. La deuxième, c'est du temps. Et la troisième, c'est de l'argent. Parce que certains projets demandent des ressources. Si jamais tu fais en sorte d'accompagner les gens pour pouvoir avoir ces 3 ressources, ces 3 éléments, alors tu les aides à réaliser leur projet de vie. Cite-moi une personne qui n'a pas envie de réaliser ses projets de vie. Ça n'existe pas. Et donc, tu as raison, il faut faire attention à ne pas être trop paternaliste. Mais si ta volonté est que tu vas aider les gens à réaliser leur projet de vie, et ben à ce moment-là, tu vois, je me dis que je peux y aller à fond. Et pour autant, tu vois, dans cette réalisation des projets de vie, tu vois plein de gens qui… tu vois, ça a l'air génial de bosser chez Climb. Franchement, moi, si j'étais pas entrepreneur, j'aurais envie de bosser chez toi. Et pour autant, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent pas du tout dans leur travail. D'ailleurs, c'est peut-être, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'opposition vie pro, vie perso. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup hanté parce que j'ai eu tendance à beaucoup travailler et parfois à me dire que justement, c'était pas bien équilibré. D'ailleurs, tu parlais de ces équilibres d'énergie. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'essayer de voir un petit peu. Parce que tu vois, il y a des choses qui te stimulent, qui te demandent beaucoup d'énergie, mais qui te passionnent quand même. Donc, tu vois, c'est pas forcément négatif de dépenser de l'énergie. Mais par contre, effectivement, tu peux peut-être essayer d'équilibrer ces énergies, ces demandes très intenses avec des moments beaucoup plus calmes, etc. Enfin bref, ça m'a beaucoup parlé, donc je voulais le signaler. Quoi qu'il en soit, j'en reviens à mon propos qui est de te dire que aujourd'hui, il y a une espèce de nouvelle mode où on parle de vie intentionnelle, justement, d'alignement, d'ikigai, de zone de génie. Moi-même, j'en parle souvent. Mais malgré tout, j'ai l'impression que peut-être 70%, je n'ai pas la dernière stat, mais j'ai vu une stat comme ça, 50 ou 60% des salariés sont pas satisfaits de leur travail. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre vie pro, vie perso. Parce que sinon, il n'y aurait pas de notion de vie pro, vie perso. Parce que si tu t'éclates dans ce que tu fais, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Et j'ai l'impression que tout est intriqué. Quand je suis en train de courir un trail, peut-être que pendant 1 heure, je vais rien écouter et avoir de super idées pour ma boîte. Après, peut-être que je vais écouter un podcast qui sert et qui me nourrit. Je parlais tout à l'heure de nourriture intellectuelle. Ça nourrit mes idées, ça nourrit aussi ma boîte. Donc au final, est-ce que je suis en train de faire du sport et de la vie perso ou est-ce que je suis en train de travailler? La conversation qu'on a là, est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est du plaisir? Hier, j'ai dîné avec Benoît, du fondateur du site Bonne Gueule. Il m'a donné plein de conseils en tant qu'e-commerçant. Il a quand même un e-commerce qui fait 10 millions de chiffre d'affaires et qui est là depuis 10 ans. Il m'a donné plein de conseils sur les recrutements qu'il a fait, qu'il n'aurait pas dû faire, sur ceux par contre qu'il n'a pas fait, qu'il aurait dû faire, etc. Tout ça, ça va me servir pour construire Féroce. Donc, est-ce que j'étais en train de travailler? D'un autre côté, j'étais en train de voir, entre guillemets, un ami avec qui on a parlé de plein d'autres sujets, de marche magique, enfin bref, et c'était hyper intéressant sur plein de secteurs. Donc, et je trouve que cette notion d'équilibre vie pro, vie perso sous-entend le fait que dédier du temps à l'un en soustrait forcément à l'autre. Moi, je pense qu'au contraire, toutes les pièces de ta vie doivent se catalyser. Mais pour y arriver, eh bien, il faut que, comme tu le dis très bien, il y ait un alignement entre tes valeurs, ton travail, tes tâches, tes zones de génie, parce que quand bien même tu dédies ton temps à une mission qui fait sens pour toi, il faut aussi que ta zone de compétence, c'est-à-dire ce dans quoi tu es bon, t'épanouisse et te fasse plaisir. Et donc ça, j'aime bien l'outil du X, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je remettrai le lien dans l'article lié. Mais
essaie de passer 70% de son temps en haut à droite, c'est-à-dire dans des tâches qu'on aime faire et dans lesquelles on est bon. Ta zone de génie. Ouais. Exactement. Et alors, comment est-ce que, enfin, pour toi, c'est quoi le frein majeur qui empêche les gens de se réaliser, de quitter potentiellement le boulot qui leur plaît pas pour créer leur boîte, pour être solopreneur, pour rejoindre une autre boîte qui leur plaît, pour peut-être se former, tu vois. Quand on décide des études qu'on fait, on a 18 ans, on ne connaît rien à la vie, on est encore dans cette phase d'exploration, de découverte de sa nature profonde, de connaissance de soi. À 30 ans, on sait déjà un peu plus qui on est. Alors, si à 30 ans, on se dit, bah tiens, peut-être que ce dont j'ai envie, c'est d'être menuisier ou médecin ou que sais-je, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche en fait à 30 ans de se dire, ok, je vais dédier 3 ans à me former, à changer de voie et à faire ce qui me fait vraiment vibrer parce que maintenant je sais qui je suis. Je pense qu'il y a, il y a deux choses essentielles. La première, c'est que le premier travail que tu dois faire, c'est savoir, c'est faire un travail sur soi pour savoir où est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous anime en termes de mission, d'objectif. Et ce travail-là, c'est le prérequis numéro un. Et tu as beaucoup de personnes en fait qui vont au travail et qui ne se posent pas assez cette question, qui le font en mode robot, parce que tu as deux manières d'avoir de l'argent. Hein. Tu as le fruit de ton travail, ton salaire, et le fruit de ton capital, donc comment tu vas investir. Et donc ils se disent, bah, je bosse, j'ai mon salaire, avec mon salaire, je peux faire des trucs à côté qui me font du bien. Ça pour moi, c'est hyper important. Je l'ai vu d'ailleurs avec ma femme, qui a bossé 10 ans en marketing chez Sephora, et elle passait pas assez de temps à comprendre ce sur quoi, tu parlais du X, donc le X, hein, c'est le croisement de ce que tu aimes faire et ce que tu sais faire. Et donc elle, ce qui a fonctionné, elle est passée par une boîte avec plein de méthodes, où tu es coaché, tu as un binôme, et tu vas analyser, tu parlais de ta zone de génie, donc tu vas analyser les trucs qui te donnent une énergie, là où tu es bon, ce qui te correspond, là où tu alignes action et valeur. Et donc, elle s'est rendue compte qu'au lieu de faire des trucs analytiques en marketing, eh ben, elle avait un relationnel exceptionnel, une écoute exceptionnelle, et donc il fallait qu'elle bosse plus dans les RH. Ça, c'est le premier truc. Il a fallu qu'elle passe du temps à comprendre ce qu'elle aime faire, ce qu'elle sait faire. Et ça, c'est vraiment la moitié du chemin. Tu peux la citer, la marque, et puis dire deux mots sur le business model. Oui, bien sûr. C'est un truc ça s'appelle Switch Collective. Tu en as deux qui font ça. Tu as Switch Collective et Chance. Après, ce qui peut aussi marcher très bien, tu vois, moi par exemple, j'ai beaucoup de coachs. Tu peux être coaché pour le faire. Hein. Toi, par exemple, je pense que si tu passes 2 heures avec quelqu'un, tu as tellement travaillé sur ces sujets que tu serais capable de faire émerger des raisonnements avec la personne. Et donc, voilà, tu as deux boîtes qui le font. Elle est passée par Switch Collective. Et donc, ça lui a permis déjà de… Et ça a un coût? Il faut payer? Ça a un coût, mais alors le business model est assez smart puisque je crois que ils sont validés en tant qu'organisme de formation. Et donc, du coup, la boîte où travaille Camille, Sephora, payait la grande partie de cette formation. Ok. Ok, donc potentiellement, tous ceux qui nous écoutent peuvent faire cette espèce de bilan de vie pour mieux comprendre quelles sont leurs valeurs, quelle est leur mission, quelles sont leurs zones de génie et potentiellement trouver un travail qui est fité pour eux. Et trouver un travail qui est fité pour eux, outre l'épanouissement, c'est aussi pour moi la faculté de laisser s'exprimer ses talents naturels. Parce que tu n'es jamais aussi bon que quand tu sais pourquoi tu fais les choses. Exactement, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, et ça je l'ai vu, que ce soit avec ma femme, avec des potes, avec des collaborateurs, avec moi, avec des proches, une fois que tu sais ce que tu dois faire, une fois que tu as la recette, eh ben, il te reste la montagne à gravir. Et donc la montagne à gravir, c'est ce que j'appelle moi le passage à l'action. Qu'est-ce qui va faire que tu sais quoi faire? Eh ben maintenant tu vas y aller, tu vas le faire. C'est assez irrationnel, parce que tu vas avoir des personnes qui… une fois qu'elles ont le diagnostic, bah elles vont y aller. Elles vont y aller à fond, elles vont avoir le bon niveau d'énergie, le bon niveau de confiance, et boum, elles vont le faire. Quand ça fait 10 ans que tu as le même boulot, que tu as le confort de ton salaire, le confort d'avoir une équipe avec qui tu te plais, et qu'il faut dire ciao, ciao les amis, je pose ma démission et je vais faire autre chose, et après là tu arrives dans un océan d'inconnus, ça demande d'être aidé pour ce passage à l'action. Et tu vois, moi j'ai passé beaucoup de temps avec ma femme, et puis ses parents ont passé du temps avec elle, et puis la boîte par laquelle elle est passée, pour lui donner de la réassurance sur le fait que c'est le bon truc à faire et qu'il faut le faire. Et donc il s'est quand même passé, je ne sais plus, 6 ou 9 mois, hein, entre ça y est, il faut que je pose ma démission et je le fais vraiment.
Et donc ça, moi, je l'ai vu avec les gens. Les gens savent quoi faire, mais après, il faut qu'ils soient poussés pour le passage à l'action. Et poussé, ça peut être par un pote, par quelqu'un de ta famille, par un coach. Mais il faut être poussé pour aller au bout de ce qu'il faut faire. Ouais, c'est vachement intéressant. Et le fait qu'il faille être poussé, c'est parce que l'inconnu fait peur. On sait la situation qu'on quitte, mais on ne sait pas celle qu'on va gagner. Et j'ai l'impression qu'on a peut-être tendance à surpondérer les risques de nos actions, comme si voilà, le fait de quitter son boulot, etc., et puis de tenter sa chance dans une autre voie, si ça échoue, on allait se retrouver à la rue. Alors que c'est quand même rarement le cas. On a des amis, de la famille, potentiellement un peu d'investissement, etc. Et justement, toi qui as créé une boîte dans l'investissement pour permettre de placer de l'argent et de capitaliser dessus, est-ce que tu vois l'argent comme un facteur qui permet beaucoup plus facilement le fait de prendre ce genre de risque parce que tu te dis, OK, j'ai de quoi voir venir? Complètement. Au début du podcast, j'expliquais que pour moi, il y avait 3 éléments pour réaliser des projets de vie. 1, énergie, 2, temps et 3, argent. Et en fait, l'argent, pour beaucoup de personnes, il est très important parce qu'il rassure. Donc, avant de pouvoir réaliser un projet, imagine, je ne sais pas, c'est une maison de campagne, ou c'est les études de tes enfants, ou c'est un voyage, ou c'est pouvoir changer de job, eh bien, j'ai constaté que les personnes avaient besoin de se dire, OK, j'ai le patrimoine nécessaire qui me permet de pouvoir réaliser mon projet de vie. Donc, pour en revenir à ce que tu dis sur le travail, imagine quelqu'un n'est pas assez épanoui au boulot, il n'est pas à son X, à sa croisée de ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire. Eh bien, le fait de se dire qu'il a un patrimoine suffisant parce qu'il a bien investi, parce qu'il a fait fructifier son patrimoine, et ça c'est la mission de notre boîte, eh bien, il va se dire, j'ai ce patrimoine qui me sécurise, donc je vais pouvoir prendre un risque supplémentaire sur mon job, sur mon boulot, et pouvoir changer. C'est combien un patrimoine suffisant pour changer de vie? Alors ça, c'est extrêmement personnel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même chance à la base aussi. Donc ça, moi, j'ai pu constater avec nos clients que c'était vraiment très personnel. En revanche, ce qui est partagé par tous, c'est le fait de pouvoir te dire, avoir le rationnel que pour réaliser un projet, eh bien, il faut une ressource. Et donc cette ressource, tu as 2 manières de l'avoir, ton salaire ou tes investissements. Et donc pour bien réaliser tes investissements, ça demande d'avoir évidemment de l'expertise sur comment bien investir. Et donc de l'expertise sur comment bien investir, c'est comprendre tous les produits d'investissement qui peuvent exister, toutes les classes d'actifs. Et donc là, nous, on guide nos clients pas à pas sur le fait de pouvoir investir pour répondre à leurs objectifs de vie. Donc bien investir leur argent pour avoir le patrimoine suffisant pour réaliser leur projet de vie. Et quand même, avec tes connaissances financières, etc., tu n'as pas une idée de chiffres, par exemple, se dire, bon, OK, si j'ai mis 1 an de salaire de côté, par exemple, ça me donne une chance pour tester une autre vie. Bah oui, mais regarde, imagine, je sais pas, tu veux financer les études d'un de tes enfants qui veut faire une école de commerce. Une école de commerce, alors ça a changé, j'ai plus les bons repères, mais imagine c'est 15 000 euros par an pendant 3 ans. Tu vois, il faut quand même sortir 45 000 euros. Donc mettre 45 000 euros de côté, ça dépend de combien tu gagnes, évidemment. Et en termes d'investissement, il faut trouver des investissements où tu vas pouvoir générer suffisamment de revenus. Mais 45 000 euros pour les études de tes enfants, c'est pas pareil que un voyage qui va te coûter 5 ou 10 000 euros ou une maison de campagne qui va t'en coûter, je sais pas moi, 500 000, 600 000 ou plus. Ouais, là, je parlais plus du fait de changer de vie, tu vois, de prendre le risque. De changer de boulot, tu veux dire? Ouais, de prendre le risque de quitter ce qu'on connaît, notre situation actuelle, pour tendre vers quelque chose qui soit beaucoup mieux aligné avec notre X, que ce soit se lancer comme solopreneur, monter sa boîte, ou même se former dans un autre secteur et rejoindre une autre entreprise qui correspondrait à ses nouvelles compétences acquises. Écoute, ce que j'ai pu observer, c'est que dans cette réflexion-là, les gens ont besoin de se dire je suis sécurisé sur la partie immobilière. Tu vois, parfois ça peut être irrationnel, mais quand quelqu'un se dit j'ai un appartement, tu vois, donc je rembourse un emprunt qui me permet d'avoir un toit, une fois que ça c'est couvert, que ce soit par ton salaire ou par des investissements, eh bien la personne est plus à même de prendre des risques parce qu'elle se dit en cas de coup dur, j'aurai toujours mon appart. Donc ça, c'est vraiment je dirais le minimum. Ok, donc la sécurité de la pierre, quoi.
Mais pour certains, ça veut dire, voilà, ça veut dire que c'est un crédit à rembourser pendant 20 ans. Il y a quand même une inertie hyper importante avant de pouvoir changer de vie, quoi. Oui, il y a une inertie. Après, tout dépend de si tu es seul ou si tu es à deux pour rembourser ce crédit. Tout dépend aussi du montant de ton crédit. Tout dépend du confort dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'un studio, d'un appart, d'une maison? Donc c'est un peu une réponse de Normand que je te fais parce que c'est vraiment très, très personnel. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque chose de, qui, qui rassure sur le patrimoine. Tu as beaucoup de personnes qui voient ça comme on va dire une forteresse qui te permet ensuite de prendre un peu plus de risques et de réaliser tes projets. Est-ce que tu crois vraiment que cette forteresse est synonyme de liberté? Dans le sens où, d'une certaine façon, tu vois, c'est un peu comme la situation où tu disais, bah voilà, la personne, ça fait 10 ans qu'elle est dans son boulot, elle a son salaire qui tombe tous les mois, donc elle est un petit peu accro et addicte à cette sécurité, à son salaire. Eh bien, la forteresse que tu crées, surtout si elle t'a demandé des efforts d'épargne que tu dois consentir pendant plusieurs années, et donc à chaque fois, entre guillemets, te priver, eh bien, cet argent que tu vois sur ton compte, est-ce que tu ne le vois pas justement comme est-ce que ça ne devient pas une prison dorée que tu as peur de toucher alors que ça devrait être de l'argent mis de côté précisément, pas pour te sécuriser, mais pour te permettre de financer tes projets de vie. Et pour illustrer cette idée, j'ai reçu Léonard, Laodis, qui avait économisé, je ne sais plus, 50 000 euros, quelque chose comme ça, ou 100 000 euros. Et c'était vraiment le fruit de toutes ses économies. Et il a décidé de quitter son job et pendant 1 an ou 1 an et demi de réaliser un film. En sachant très bien qu'il ne le rentabiliserait pas. Tu vois, c'était pas un projet entrepreneurial en se disant je teste d'être réalisateur et puis c'est mon projet de vie, etc. Simplement, il avait envie de faire un film une fois dans sa vie. Et donc, il a décidé de s'offrir ce rêve, d'utiliser toutes ses économies pour vivre ce rêve, de faire une parenthèse dans sa vie professionnelle pour ça. Et après, eh ben, il a retrouvé un job sans aucun problème parce qu'il avait les compétences nécessaires et il a repris le cours de sa vie, tu vois. Et donc, il voyait vraiment l'épargne comme un facteur de financement de ses rêves et aussi la vie comme une expérience en mouvement, tu vois, pas comme quelque chose de statique, mais quelque chose où il pouvait très bien quitter un boulot, faire autre chose parce qu'il avait envie de le faire, comme d'autres pourraient faire un tour du monde en prenant une année sabbatique, et puis reprendre le cours de sa carrière. Je trouve ça hyper inspirant et en même temps, j'ai l'impression que ça tient plus de l'exception que de la règle. Bah, en fait, là, ce que tu décris, c'est un profil moi, que je trouve génial, hein, mais c'est une prise de risque qui est très importante. Et en fait, nous, le premier truc qu'on fait quand on conseille nos clients, déjà, c'est comprendre le rapport que le client a au risque. Parce que si un investissement, le rendement d'un investissement va dépendre de certains paramètres, comme l'horizon d'investissement, comme la typologie de classe d'actifs, mais essentiellement le risque que tu es capable de prendre. Si tu prends peu de risques, tu vas avoir un rendement annuel, je ne sais pas, mettons de 4% par exemple, avec des comptes à terme ou des livrets ou certains dispositifs. Si tu veux du 15%, et ben là, tu vas aller sur des classes d'actifs comme des actions ou du private equity. Là, ce que tu décris, donc il a mis 50 000 euros de côté et il a mis all-in sur son projet. Ouais. Donc tu vois, en termes de prise de risque, c'est quelqu'un qui s'est dit, mon projet de vie, c'est ça, je suis all-in dessus et derrière, je vais réussir à retrouver un job. Donc ça décrit aussi un profil qui a beaucoup de confiance en lui, j'imagine. Parce que tu peux te dire, je vais mettre tout dans mon projet. Si mon projet ne marche pas et que je galère à retrouver un boulot, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je pense que dans la prise de risque que la personne va prendre, ça décrit aussi ses valeurs enracinées et son rapport par rapport à la vie et aux risques qu'elle est prête à prendre. Et puis peut-être a aussi une différence de statut ou de besoin. Tu vois, si je prends mon exemple, j'ai longtemps cru que pour être aimé, il fallait que je réussisse, que j'ai une belle maison, une belle voiture. Et en fait, je pense que ça répondait à plusieurs peurs intrinsèques. Et finalement, quand j'ai obtenu ça, entre guillemets, je me suis aperçu que une vie beaucoup plus simple m'allait très bien, que je n'avais pas besoin d'une belle voiture, que je préférais dépenser mon argent pour investir dans mes boîtes, dans mes projets, pourquoi pas découvrir le monde en faisant des ultra-trails de l'autre côté, etc. Et que mes besoins fondamentaux étaient relativement faibles. Et ce qui importait vraiment, c'était les émotions, les conversations, les gens,
les expériences, des choses beaucoup plus tangibles. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire Netflix, il faudrait que je retrouve le nom, je le mettrai en lien dans l'article lié. C'est deux Norvégiens qui décident de partir dans le nord de la Norvège, dans le cercle polaire arctique, vivre tout un hiver sur une plage. Et alors, ils n'ont pas une thune, ils y vont comme ça, ils vont récupérer des tas de merde, de déchets, etc., portés par la mer qui tombent sur la plage. Avec ça, ils vont construire une cabane. Et franchement, la cabane, elle est sacrément bien faite. Ils ont même réussi à faire une cheminée, etc. Vraiment incroyable, quoi. Alors qu'il fait hyper froid. D'ailleurs, c'est un hiver éternel. À un moment, en plein hiver, ils ne voient jamais le soleil parce que tu sais, c'est tellement au nord que c'est une nuit perpétuelle. Et donc, c'est complètement recouvert de neige, il fait hyper froid. Et malgré tout, ils arrivent à vivre et ils ont construit tout avec simplement des déchets qu'ils ont trouvés sur la plage. Et par rapport à la nourriture, ils vont de temps en temps, ils remontent à une supérette. La première supérette, elle est, je sais pas, à des dizaines de kilomètres de là. Et donc, ils vont jusque là-bas et ils récupèrent tous les produits périmés. Tous les produits périmés, exactement, tu vois. Tous les produits périmés, et ils mangent ça, tu vois. Et donc, ils ont vécu, donc ils sont arrivés un peu avant l'hiver, le temps de récupérer tous les trucs, tous les déchets pour faire leur cabane. Après, ils ont passé l'hiver. Et donc, leur concept, c'était de passer du temps à construire leur cabane et leur temps libre de faire du surf parce que c'est des passionnés de surf. Ils avaient pris leur parapente, donc de faire du parapente, de faire des saltos dans l'eau, etc. Et en fait, tu les vois vivre avec rien du tout, enfin moins que rien. Et franchement, bon, la nourriture qu'ils mangent, je la mangerai pas. Pas tant parce qu'elle est périmée, mais parce que c'est vraiment, tu vois, c'est de la bouffe ultra transformée, etc. Machin, et en fait, ils ont passé peut-être l'une des meilleures expériences de leur vie et tu les vois, ils sont réellement heureux parce que ils ont vécu l'essence même de la vie qui est de vivre des expériences fortes, des moments de partage, des moments de communion avec la nature, des moments de sport, de fierté, de réussite. Et moi, j'ai été stupéfait de voir comment, avec simplement des clous rouillés et une scie, ils avaient réussi à construire tout ça, quoi, et vivre cette expérience. C'est fou. Et donc, peut-être qu'on a une image aussi beaucoup trop décorrélée de la réalité à cause des injonctions sociales, etc., de ce dont on a réellement besoin. Et j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, j'ai réussi à déconstruire ça en atteignant ce que je pensais vouloir. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir me payer une belle voiture, par exemple, qui m'a permis de comprendre que j'en avais finalement pas besoin. Mais tant que je n'avais pas les moyens de pouvoir me la payer, c'était quelque chose que je pensais vouloir. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, c'est ce qui m'a toujours porté, hein, c'est les expériences, c'est les émotions et les expériences. Et un écrivain que j'aime beaucoup, c'est Tesson. Et dans son rapport au plaisir, il t'explique qu'il faut qu'il y ait un effort, une petite douleur avant pour que tu aies vraiment la notion du plaisir. Il donne l'exemple tout bête de le vrai luxe pour lui, c'est un feu après avoir eu froid. C'est un verre d'eau après avoir couru pendant 1 heure. Et donc, il met vachement en exergue le fait que le vrai luxe, en fait, c'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est la qualité des expériences. Et la qualité des expériences, c'est un effort et ensuite une récompense, un reward. C'est le biais de contraste. Exactement, c'est le biais de contraste. Ouais. Et toi, c'est quoi un peu ton rapport à l'argent, à la réussite, à l'épargne, aux économies? Bah moi, c'est très aligné avec ce que je te disais avant, c'est que à partir du moment où je suis porté par mon projet de vie principal, c'est vivre avec un maximum d'intensité tout ce que je fais. Donc ma paternité, la relation que j'ai avec mes collaborateurs, avec ma femme, avec mes amis, avec les exploits que je veux faire. Donc je suis très porté par ça. Et donc moi, l'argent, je le vois comme un vecteur qui peut me permettre de réaliser ces objectifs-là. Donc le fait d'avoir un patrimoine qui grandit, pouvoir transmettre à mes enfants, moi ça me parle. Ça me parle pas. Ce qui me parle, c'est, et d'ailleurs je demande à les conseillers chez Climb, passent beaucoup de temps à comprendre quel est l'objectif du client. Sans jugement, hein, mais quel est son objectif? Pourquoi est-ce qu'il va avoir plus d'argent dans 5 ans, 10 ans? C'est pour faire quoi? Et il va poser beaucoup de questions au client pour comprendre quel est son motif, son vrai motif, ses déterminants de motivation. Une fois que tu as compris ça, alors on met en place toute une stratégie financière qui va lui permettre d'atteindre cet objectif. Et moi, je crois beaucoup dans ça, dans le rapport à l'argent. L'argent ne doit pas être une finalité, ça doit être un moteur et une ressource pour faire quelque chose.
Est-ce que les gens le savent vraiment parce que ça nécessite de savoir se projeter à 5 ans, à 10 ans, on est dans des environnements qui sont tellement changeants et variables que moi, si tu me demandes où je serai dans 10 ans, je serai incapable de te répondre. Non, justement, ils ne le savent pas assez. Et donc, il y a des questions ouvertes que tu peux leur poser qui vont nous permettre, nous, chez Climb, d'identifier quels vont être ces besoins-là. Moi, par exemple, quelque chose que j'aimerais faire, un de mes projets de vie, c'est pouvoir passer du moment de qualité et de pouvoir réunir les gens que j'aime. Tu vois, je me projette à avoir une maison de campagne, pas trop loin de Paris, où je peux inviter, où je peux avoir ma famille élargie, où je peux avoir mes amis, où je peux passer du temps de qualité en faisant du sport avec eux, faire même venir parfois mes collaborateurs, faire des moments faire venir les gens, faire un séminaire. Tu vois, là, je fais un séminaire, par exemple, jeudi, dans une maison de campagne. On va faire plein d'activités géniales. On va faire bain froid, on va faire respiration. D'ailleurs, il y a Léo qui va venir pour animer un de ces ateliers. Et donc, moi, cette maison de campagne, je me dis, à terme, c'est peut-être là où je pourrais faire mes séminaires, par exemple. Tu vois, donc un endroit où je vais réunir tous les gens que j'aime pour passer du moment ensemble et pour certaines personnes les faire progresser. Ouais, ça me parle vachement, c'est marrant parce que je me suis lié d'amitié avec certains intervenants du podcast, certains invités que j'ai reçus. Et on a créé un groupe qu'on appelle les Nakama et on se réunit une semaine chaque année où on s'entraîne, on philosophe, on travaille, on s'élève ensemble et c'est toujours extrêmement riche. Et ensemble, on a eu envie d'acheter un lieu justement, tu vois, le QG. Voilà. Et donc le co-acheter ensemble et puis que ce soit un endroit où justement on puisse se réunir, se retrouver, passer du temps, inviter des gens, etc. Et puis vivre ensemble cette aventure. Bon, au final, on l'a pas encore concrétisé, mais ça viendra probablement un jour. C'est un beau projet en tout cas. Et comment est-ce que est-ce qu'il y a des ratios, tu sais, quand tu t'intéresses aux finances, etc., tu vois souvent parfois des ratios de la quantité de ton salaire que tu devrais épargner tous les mois, etc. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des best practices là-dessus ou c'est un petit peu pareil lié à ton projet de vie? Et en réalité, d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas spécialement de projet de vie à 10 ans, qui a juste envie de s'éclater, il pourrait à la limite pas épargner. Est-ce qu'il faut forcément avoir un projet pour épargner ou est-ce que tu peux épargner juste par sécurité? Enfin, comment est-ce que tu vois ce dispatch entre ce que je gagne et ce que je mets de côté pour une récompense future? Ouais. Alors ça, dans les étapes de l'investissement, donc il y a 3 étapes clés. La première étape, c'est ce qu'on appelle un bilan patrimonial. Donc là, c'est le conseiller qui va passer entre 45 minutes et 1 heure, nous on fait ça en visio, pour comprendre quelle est la situation patrimoniale du client. Donc comprendre la situation, ça veut dire comprendre les objectifs de vie, mais aussi rentrer dans le détail de quels sont tous les revenus de cette personne, donc revenus du travail, revenus du capital, mais aussi quelles sont toutes les charges. Une fois que ce bilan patrimonial est dressé et qu'on a bien compris les objectifs du client, il y a une deuxième étape qu'on appelle une phase de préconisation de produits d'investissement. C'est un deuxième rendez-vous qui prend aussi 45 minutes, 1 heure, où là, le conseiller, après avoir analysé ce que le client souhaite faire, la marge de manœuvre qu'il a, combien il peut mettre de côté en fonction de tout projet, parce que combien il peut mettre de côté, combien il peut investir maintenant, ça va dépendre évidemment de ses revenus, mais aussi de ce qu'il va vouloir faire entre 1 an et 10 ans. Imagine, tu vas acheter une maison dans 1 an, il ne faut surtout pas bloquer tes investissements dans des produits long terme. Bref, donc ça, lors du deuxième rendez-vous, le conseiller va dire, en fonction de votre situation, donc de votre revenu, de vos revenus, de vos charges, aussi des impôts que vous payez, eh bien, chez Climb, nous, ce qu'on va préconiser, c'est d'investir dans le produit A et le produit B. Donc là, il y a plusieurs classes d'actifs. Nous, ce qu'on pousse, c'est la diversification des investissements. Donc la diversification des investissements, ça veut dire qu'on aide nos clients à avoir une structure de patrimoine très diversifiée. Donc à avoir de l'immobilier, à avoir des actions, que ce soit en coté avec des actions et des ETF ou en non coté avec du private equity, d'avoir des obligations, d'avoir aussi ce qu'on appelle une épargne de précaution. Et en fait, quand tu as toutes ces classes d'actifs, quand tu as cette diversification au sein des classes d'actifs, eh bien, tu as un patrimoine qui est protégé. Après, si un client nous dit « je veux être diversifié, mais je veux avoir un rendement très important », eh bien, on va surpondérer une de ces classes d'actifs. Donc, si le client dit « je veux plus de rendement », eh bien, la classe d'actifs qu'on va surpondérer,
ben, ça va être les actions, via les actions cotées ou via le private equity. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, la troisième étape, là, c'est l'étape finale, c'est l'étape de signature et d'investissement. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a aussi constaté que si on a bien fait l'étape 1, donc on a bien dressé le bilan, on a bien fait l'étape 2, donc le client sait exactement ce qu'il faut faire, et bien l'étape 3, il faut quand même passer beaucoup de temps à expliquer au client qu'il faut y aller, le fameux passage à l'action. Et donc, pour faire ça, il faut répondre à toutes les incertitudes que peut avoir le client. Il faut aussi l'aider à se projeter sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années et pourquoi c'est la bonne chose de faire cet investissement-là. Et donc, une fois que l'investissement est fait, là, le conseiller va suivre tout au long de sa vie le client pour pouvoir lui suggérer de nouvelles opportunités en fonction de si ses revenus augmentent ou si ses revenus baissent, etc. C'est marrant parce que tu vois, vis-à-vis de ce passage à l'action, j'ai tendance à dire que la chose la plus difficile quand tu veux t'engager dans un nouveau projet, c'est pas le plan, le fait de réussir, etc. C'est la prise de décision. Et moi, j'ai une stratégie pour ça, c'est de m'engager avant de construire le plan. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, par rapport à mes défis sportifs, par exemple, quand j'ai voulu faire une Spartan Ultra, alors que je ne croyais pas du tout ni rien, donc c'est une course à obstacles qui fait 55 km, 3500 mètres de dénivelé et 60 obstacles, on a eu cette idée avec mon ami JB Bourgeois et j'ai dit, bah ok, vas-y, je prends mon dossard. Et après, j'ai réfléchi à ce que ça voulait vraiment dire, comment est-ce que j'arrivais à construire un plan étape par étape, pas par pas, qui me permettrait d'arriver à mon objectif 8 mois plus tard, tu vois. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai tendance à faire tout dans ma vie même, dans mes projets entrepreneuriaux. Tu vois, je te parlais de Féroce. Forcément, c'est un sujet qui m'anime beaucoup en ce moment parce que c'est tout nouveau et tu sais, tu as cette excitation du début d'une entreprise quand elle démarre. Et quand j'ai eu l'idée, le premier jour, j'ai appelé des éleveurs chez qui je me fournis déjà, moi, à titre personnel, en viande depuis 2 ans parce que j'avais toute une éthique et je cherchais à réconcilier mes valeurs avec la qualité de la viande que j'achetais. Et donc, j'avais réussi à sourcer cet élevage. Et donc, ça faisait déjà 2 ans que je travaillais avec eux. Enfin, que je me fournissais chez eux. Et donc, je les appelle et je leur dis, bah voilà, j'aimerais bien concevoir ce nouveau produit. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Donc, j'étais juste dans une étude de faisabilité. Je ne me disais même pas que ça allait devenir une boîte. Et ils adoraient le projet parce que jusqu'à maintenant, les abats étaient jetés à la poubelle ou utilisés pour la pet food. Et donc le fait de les cacher dans un steak haché, d'avoir une haute densité nutritionnelle et en même temps un goût qui soit d'un point de vue organoleptique complètement habituel pour les gens, ça leur plaisait énormément. Mais ils me disaient, ça va être compliqué avec le foie, etc. Ça risque d'être trop humide, de mal se tenir. Enfin bon, ils étaient assez pessimistes. Le lendemain, ils me rappellent en me disant, j'ai eu les éleveurs de la Charentonne, c'est l'atelier de transformation qui récupère les carcasses et puis fait des steaks hachés. Et François, le fondateur, est hyper intéressé par le projet. Il est d'accord de faire un test de 100 kg. Donc, jour 1, j'ai l'idée. Jour 2, je donne mon go pour un test de 100 kg. Jour 3, j'enregistre un podcast avec Florence. Et pendant le podcast, je parle de cette idée, de ce projet que j'ai. J'avais même pas de nom, de marque ni rien. Et suite à la publication de ce podcast, je reçois des dizaines de mails de gens qui veulent réserver le premier stock. Donc, en 3 jours, j'avais sourcé un fournisseur, j'avais 100 kilos qui étaient partis et j'avais déjà vendu les 100 kilos. Et en fait, et après, tu vois, tu es déjà dans l'action et donc après, tu construis l'avion en vol, etc. Mais donc là, je donne exemple dans un projet entrepreneurial, mais c'est pareil avec le sport, etc. Peut-être que toi, tu voulais réaliser un Ironman, tu as peut-être eu aussi cette même stratégie de dire, ok, j'ai envie de faire un Ironman, je ne me pose pas trop de questions sur tout ce qui pourrait ne pas marcher, tout ce qui pourrait me permettre de ne pas réussir. Je m'engage, je prends mon dossard et une fois que je suis engagé, là je réfléchis, là je construis les étapes. En fait, parce que ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action, c'est la peur. Et donc, vaincre la peur, ça demande des choses irrationnelles. Ce que tu décris, c'est irrationnel parce que tu vas t'inscrire à une épreuve sans savoir si au départ tu es capable de le faire. Et après, tu vas mettre en place un plan d'entraînement et là, tu vas ouvrir ton domaine de compétences et tu vas faire en sorte de le réaliser. Donc, ça demande quelque chose d'irrationnel. Ça me fait penser à Steve Jobs qui stressait ses équipes parce qu'il disait, dans 3 mois, les gars, je vais annoncer en conférence de presse qu'on va sortir le nouvel iPhone. Et donc, tous les ingés savaient qu'ils avaient 3 mois pour sortir la feature, pour sortir le nouvel iPhone. Et je pense que dans des projets, pour pouvoir se lancer, comme
comme souvent on a beaucoup de peur avant de se lancer dans un projet, il faut quelque chose d'irrationnel. Donc s'inscrire, comme tu l'as dit, communiquer sur ce qu'on va faire, avoir un proche qui va te pousser de manière intense. Il faut ça pour pouvoir passer à l'action. Et en plus, justement, plus tu élargis ta zone de confort, parce qu'au final, à chaque fois, ces décisions qui peuvent être contrariées par la peur, c'est généralement des choses qui sont inconfortables lors de la prise de décision, qui parfois sont inconfortables lors de la réalisation et de l'action, mais qui en définitive nous rendent profondément fiers et nous font grandir. Et d'ailleurs, si je te demande quelles sont les 3 choses dont tu es le plus fier dans ta vie, je suis prêt à parier que c'est des choses que tu as obtenues dans la douleur et dans la difficulté. C'est rarement des choses faciles qui sont arrivées simplement en appuyant sur le bouton de ta télécommande. Et plus tu es dans ce mouvement, plus tu as l'habitude de vivre ce genre d'expérience et d'apprendre à ton cerveau qu'en réalité, à chaque fois, ça te permet de grandir, et ben, plus tu as facile à prendre ces décisions parce qu'en même temps, plus tu as conscience de ces ressources cachées qui sommeillent en toi. Et c'est un petit peu le concept des misogi. Les misogi, il n'y a que 2 règles. La première, c'est 50% de chances d'échouer. Et la deuxième, c'est ne pas mourir. Et donc l'idée, c'est de faire quelque chose de suffisamment difficile pour que tu aies la moitié des chances de ne pas y arriver. Et donc ça change par rapport à notre vision de l'action de façon générale parce qu'on est quand même dans une culture de la réussite où l'échec est mal vu. Et là, en fait, pour réussir le misogi, il faudrait que si tu en fasses un tous les ans pendant 10 ans, la moitié des fois, tu échoué. Sinon, ça veut dire que tu as raté, entre guillemets, le concept et le principe du misogi. Et l'autre chose qui est intéressante avec ça, donc souvent, c'est pas que, mais souvent, ça se matérialise par des défis dans la nature. Par exemple, tu vois, moi j'habite au bord du lac Léman à Évian. En face de moi, j'ai Lausanne, la ville de Lausanne, qui doit être à 14 km, quelque chose comme ça. Mon misogi, ça pourrait être de me dire je traverse le lac en nageant. Et le mieux, c'est justement de ne pas trop intellectualiser le truc, limite de ne pas trop s'entraîner non plus. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vis ce genre d'expérience, eh bien, tu découvres au fond de toi, justement, par la variabilité, par la douleur, par la difficulté, des ressources dont tu soupçonnais même pas l'existence. Et tu en ressors plus fort par la fierté d'avoir accompli ça, mais plus fort parce que tu te connais mieux, tu comprends mieux. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de cette espèce de bilan sur tes valeurs, sur ta mission, etc. Et Spinoza, il en parle très bien. Il dit que la joie, la puissance, etc., le développement personnel, entre guillemets, est vraiment médié par la connaissance profonde de soi. Et cette connaissance de soi, je pense qu'elle est vraiment catalysée par l'interaction avec l'environnement, par le fait de vivre des expériences. C'est un peu comme le système immunitaire. Notre système immunitaire, on a des lymphocytes qui sont naïfs et ils vont devenir compétents lorsqu'ils vont rencontrer pour la première fois un antigène. Et c'est la raison pour laquelle le fait de ne pas être trop porté sur l'hygiène, de ne pas se laver tout le temps les mains avec du savon, de ne pas utiliser tout le temps du shampoing, de mettre les mains dans la terre, etc., renforce à ce point-là l'immunité. Parce que ça permet à notre système immunitaire de rencontrer plein d'antigènes, de pathogènes, de virus, etc., différents, qui vont les rendre compétents et donc qui vont fonder leur résilience, leur connaissance. C'est comme si tu augmentais ton espèce d'encyclopédie de tout ce qui peut te nuire et par conséquent ta capacité à y réagir. J'ai l'impression et la sensation que c'est un petit peu la même chose dans la vie, que pour s'épanouir en tant qu'être humain, plutôt que de lire des livres de développement personnel, on devrait plus vivre. Ouais, pour moi, la manière de tirer le plus de fierté sur ce qu'on fait, c'est quand on fait quelque chose de difficile ou quelque chose qui nous a fait peur. Moi, je regarde par le passé les choses dont je suis le plus fier. Ça a été très souvent des moments difficiles. Très souvent des moments difficiles que j'ai réussi à vaincre. Un exemple là de cet été, je me suis inscrit pour un Ironman. J'ai une blessure au genou, comme tu le sais, donc j'ai poussé les exercices autour de la nage parce que ça me fait pas mal. Et donc là, mon truc, ça a été de faire de la nage longue distance en mer. Et donc, je me suis renseigné sur cette discipline-là. Et il y a un truc assez dingue qui se passe au bout d'une heure, c'est qu'il y a quelque chose qui te traverse, qui s'appelle l'angoisse des profondeurs. Donc, tous les nageurs de longue distance la connaissent. Au bout d'un certain moment, alors quand tu nages pas sur les côtes, mais quand tu fais les traversées, tu as en dessous de toi le bleu infini, bleu parfois sombre, et donc au bout d'un certain moment, tu as des visions qui te font peur, des trucs complètement irrationnels. Hein. Ça peut être une ombre qui passe, la gueule d'un requin qui s'ouvre, un banc de méduses ou quoi, et tu as ça qui se passe. Et donc là, eh bien, tu as des techniques pour affronter cette peur-là, qui sont complètement irrationnelles, où il faut te concentrer. On parlait des techniques de défocalisation. Là, une des techniques, c'est de te concentrer très fort sur
une de tes mains qui va rentrer dans la vague, rentrer dans l'eau. Et tu te concentres très fort là-dessus et du coup les pensées stressantes et anxieuses disparaissent. Et bien après avoir fait ça, là j'ai fait une traversée de 6 km, j'ai eu peur de le faire, mais c'est une de mes fiertés de l'été. Et je sais que si jamais j'avais fait un truc un peu plus soft, j'en aurais tiré moins de satisfaction. Et je tire ça de beaucoup d'autres choses. La session d'apnée, on a fait une session d'apnée sous glace avec Arthur Guérin, avec un ami Julien. Et donc, il nous a appris une méthode de respiration qui fait que tu peux rester en apnée très longtemps. Donc là, juste avec sa méthode de respiration, on est resté 5 minutes en apnée statique. Et ensuite, il nous a fait traverser un lac, juste en maillot de bain, tu vois, un lac à 2-3 degrés, avec une méthode de respiration, une méthode d'acceptation du froid. Et donc, on a traversé le lac, qui faisait quasiment 50 mètres. Et donc, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que déjà, il faisait froid dehors. Donc, tu as des exercices d'acceptation de la douleur, de la contrainte. Et tu rentres dans l'eau, là, tu as l'impression que tu as des épées qui te traversent la tête, tellement c'est froid. Et donc, au bout d'un moment, tu as l'acceptation, tu te focalises sur ton objectif, tu te focalises sur ta technique de nage, de bras sous l'eau, et puis après, tu y arrives. Et quand tu y arrives, tu es super content, tu es super fier. C'est amusant parce que t'es un peu comme moi, j'ai l'impression que tu aimes bien explorer les extrêmes et donc tu montes tout en haut des sommets parce que tu m'as dit que tu avais fait de l'escalade et de l'alpinisme, Ouais. tout en bas en apnée parce que tu fais de l'apnée aussi, et puis tout droit en longueur quand tu fais de la nage longue distance. Est-ce que tu as essayé d'identifier un pattern? Qu'est-ce qui relie tout ça? Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces sports qui en réalité semblent différents mais qui sont quand même caractérisés par ce côté de sommet, que ce soit des sommets hauts, bas ou longitudinaux? Ouais, c'est une question auquel je réfléchis encore beaucoup. Tu vois, je pense qu'il faut passer du temps à comprendre son désir profond et il faut pouvoir l'assouvir. Je pense que la cause racine numéro 1 des névroses, c'est quand tu n'assouvis pas ton désir profond. Et il ne faut pas culpabiliser, tu vois. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Moi, mon désir profond, c'est d'avoir des sensations. C'est d'avoir de l'adrénaline, d'avoir des sensations, de vivre à fond. Et donc, c'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui me fait vivre. Et donc, que ce soit dans la montagne, dans l'escalade, dans l'apnée, dans la course et le pousser à fond, dans l'entrepreneuriat, dans mes relations avec les gens, j'ai besoin d'avoir des sensations, en fait. C'est ça qui me porte. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Là-dessus, je ne me pose pas de questions, mais je sais que j'ai besoin de ça. C'est génial parce que tu racontes ça et tu dis il ne faut pas culpabiliser. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience majeure que j'ai eue ces derniers mois. Parce que longtemps, je me suis senti en décalage ou différent parce que tendance hyperactive, parce que besoin de beaucoup de stimulation. Tu vois, et l'image que les gens m'envoyaient, c'était que c'était trop haut, que c'était pas normal, que je devrais ralentir, que je devrais faire plus de méditation, etc. Et il y a peut-être du vrai aussi là-dedans, hein, mais la conséquence, c'était que j'avais l'impression que ma personnalité et ce que j'avais envie d'être n'était pas normal ou pas cohérent avec mon environnement. Et en fait, avec des outils notamment comme ProcessCom, tu vois, qui te permet de savoir un peu de quelle base t'es, etc. Des outils donc comme ça de tests de personnalité, mais aussi des outils comme le Breathwork. Il y a eu un ensemble j'ai même fait d'équithérapie avec un auditeur du podcast qui a eu la gentillesse de me proposer de tester cette expérience. Tu sais, moi, j'adore explorer de toute façon de nouvelles choses et tester plein de choses, et puis de mes lectures, etc. Bref, je suis arrivé à la conclusion que, tu vois, le développement personnel, parfois, il te fait croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que tu as des traumas à réparer, que tu as des choses à guérir, que tu es incomplet, que tu dois trouver ton autre moitié. Tu vois, il y a toute cette idée de tu es un petit peu cassé, tu es un peu bancal, il faut t'équilibrer, tu vois. Et j'ai changé complètement mon paradigme en acceptant pleinement qui j'étais, ma personnalité, en me rendant compte que justement ces environnements extrêmement rapides et dynamiques, c'est ceux qui me donnent de l'énergie. Tu parlais d'écouter son énergie tout à l'heure. Ben moi, les environnements lents, c'est quelque chose qui me coûte de l'énergie. Rien que d'en parler, ça m'énerve, tu vois. Et donc voilà. Et la conclusion, c'était de me dire, ok, voilà ma personnalité. Je vais plutôt que d'essayer de modifier ma personnalité pour qu'elle soit fit avec l'environnement, je vais modifier mon environnement pour que mon environnement soit fit avec ma personnalité. Et là, on en revient un peu à tout ce dont on a parlé, aux zones de génie,
aux personnes vertes comme tu les identifiais, aux activités que tu fais, etc. Tu vois. Et ouais, je trouve que c'est vachement apaisant de se dire, ok, je suis bien comme je suis. Ouais. Et en fait, si je ressens une tension, une différence, c'est simplement parce Mm. que cette partie d'environnement n'est pas fit avec ma personnalité. Ouais. Mais tu vois, pour compléter, euh, je ne saurais pas te dire si tout ce travail que je fais en termes d'investissement en moi, euh, si j'avais pas eu mes acouphènes, est-ce que je l'aurais fait autant? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai eu ça, j'ai eu cette épreuve qui a fait que, no choice, j'ai dû investir dedans. Et donc, ça m'a permis de maîtriser mes acouphènes, mais aussi de développer plein d'autres choses et d'être plus aligné avec ce que je suis. Et quand je vois autour de moi, déjà le mot développement personnel, ça fait chier les gens. Ce mot-là, ça peut rappeler certaines réalités qui est ah bah je fais peut-être pas assez bien. Donc je communique pas sur ce mot moi. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait d'aider à ce qu'il y ait des prises de conscience sur est-ce que en fait est-ce que tu es heureux en ce moment, est-ce que tu es suffisamment épanoui. Et ça, ce que j'ai pu constater, et je me répète parce que je pense que c'est important de le comprendre, c'est que dès qu'il y a un désalignement entre tes valeurs enracinées, donc ta construction, ce que tu es, et ce que tu fais au quotidien. Et tu vois, ça, je pense que c'est un bon investissement de passer du temps là-dessus. Moi, je l'ai fait aussi pour ma boîte, tu vois, par nécessité, j'ai dû être coaché. Et donc, j'ai passé du temps sur ça. Je me suis formé là-dessus, j'ai passé du temps là-dessus. Et j'ai eu cette prise de conscience. Et être coaché en quoi? Être coaché sur comment être une meilleure version de soi-même. Donc, comment investir en soi. C'est un coach de CIO comme je sais pas, Roger, par exemple, de Evalue Entrepreneur ou ce genre de choses? Ouais, des coachs entrepreneurs. Tu peux le citer? J'en ai eu pas mal. Ouais, j'ai eu Vincent Langeard, j'ai eu aussi Séverine qui m'a beaucoup aidé. Ouais, j'en ai eu pas mal. Et puis après aussi, on se coach beaucoup entre potes. Moi, j'étais au lycée à Passy-Buzinval et beaucoup de mes amis sont devenus entrepreneurs. Alors c'est marrant parce que je me suis demandé pourquoi. On était toute une bande de potes, on n'était pas les premiers de classe, on était plutôt ceux qui foutent le bordel, qui se marrent, qui déconnent, qui ont envie de vivre. Et ces personnalités-là ont fait des entrepreneurs. Il y en a un qui a monté Le Cab et qui a maintenant monté Polar Plunge, il y en a un qui a monté Virtuo, il y en a un qui a monté Cheers et ensuite Electra, il y en a un qui a monté Clini, il y en a un qui a monté WeFix et qui maintenant monte une nouvelle boîte Velvet. Bref. Il y a des jolies boîtes. Ah ouais, j'espère que j'en oublie pas parce que je vais me faire taper sur les doigts. Bref, il y en a plein. Ce qu'on avait de commun à tous, c'était de vivre des expériences et d'entreprendre. C'est vachement intéressant ce sujet. Moi, j'ai déjà parlé plusieurs fois des revues que je fais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, où j'observe mes pensées, ma vie, mes actions, mes tops, mes flops, les sujets sur lesquels j'ai besoin de progresser. Bref, c'est quelque chose qui au début était normé par des questions et qui maintenant est devenu juste une sorte de journal au fil de l'eau. Mais je trouve que le fait d'observer son expérience, ça permet justement de garder un œil sur cet alignement des valeurs, de voir dans quel sens se dirige ta vie et de pouvoir infléchir sur la courbe de ton destin plutôt que d'être simplement le pantin des courants. Est-ce que j'ai plusieurs questions vis-à-vis de ça. Est-ce que déjà tu utilises, d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec l'investissement qui est quand même très normé, tu vois, avec des KPI précis, des tableaux, des Google Sheets. Est-ce que tu as un canevas comme ça que tu utilises toi à titre personnel ou pour ta boîte afin de t'assurer que tu es toujours dans la bonne direction? Première question. Deuxième question, comment est-ce que le coach t'aide à progresser et quelle différence tu vois entre le coach et le psy? Et troisième question, je pose les trois parce qu'elles sont toutes un petit peu liées. Tu parlais de la façon dont vous vous coachez avec tes potes. Est-ce que c'est quelque chose d'informel au fil de vos discussions, etc. Ou est-ce que tu as mis en place un outil, par exemple, qui s'appelle les masterminds, où une fois par mois, le concept d'une mastermind, c'est que tu prends 3 autres entrepreneurs, donc vous êtes 4, bon, ça peut être un autre nom, mais 4 en général, ça marche bien parce que c'est ni trop peu ni trop nombreux. Une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, ils se réunissent. Donc chaque semaine, enfin à chaque réunion, pardon, il y en a un qui est entre guillemets leader, qui présente sa problématique et les autres essaient de l'aider à la résoudre. Et à la fin de la mastermind, chacun prend des engagements sur ses objectifs d'ici la prochaine mastermind. Et à la prochaine mastermind, chacun fait un petit update de son avancée vers ses objectifs. Donc tu as une double lecture. Tu utilises les autres
pour prendre du recul par rapport à tes problématiques, pour t'aider à les résoudre. Et en même temps, tu vois, tu en parlais tout à l'heure quand tu disais dans la prise de décision, une des choses qui est importante, c'est l'engagement, c'est le fait de le dire. Et ben là, tu prends des engagements vis-à-vis de tes potes entrepreneurs qui sont a priori des personnes que tu admires ou qui t'inspirent en tout cas. Donc, tu as envie de leur montrer que tu as avancé vers ce que tu as dit. Donc, il y a une forme d'engagement aussi qui te pousse vers l'action. Ouais. Donc, la première question, l'indicateur que je suis à la fois pro et perso. Donc, moi, en fait, ce qui m'anime, je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'énergie et l'intensité. Quand j'étais gosse, je voulais être champion du monde d'un sport. Tu vois, la vie a voulu que je sois pas un grand sportif, mais un bon sportif. T'es un champion de l'entrepreneuriat. Ouais, bah alors justement, ouais. Et donc, pour avoir les sensations qu'a un athlète, en fait, c'est assez évident que tu peux ressentir toutes ces émotions incroyables, cette envie de performance avec l'entrepreneuriat. Donc moi, l'indicateur, c'est la performance, donc que ce soit en perso ou en pro. Dès que je sens qu'il y a un écart sur ma perf, ben je me dis qu'il y a un truc qu'il faut que je corrige. Donc en interne, la performance dans ton entreprise, tu vas la piloter par ton chiffre d'affaires, par ta marge, par ton revenu. Et nous, pour nos clients, on va la piloter par le rendement, donc la performance qu'on arrive à avoir pour leur patrimoine. Donc c'est ce que j'observe, c'est des indicateurs de performance. Ensuite, la deuxième question, la différence entre le psy et le coach. Je pense que tout le monde devrait avoir un psy et tout le monde devrait avoir un coach. Parce que, et on en revient à ce qu'on disait, il faut investir en soi, il faut bien investir en soi et bien investir son argent. Le coach, quand tu es entrepreneur, c'est juste obligatoire. Obligatoire parce que tu passes de civil à guerrier en fait, quand tu passes entrepreneur. Tu as tellement de sujets, tellement de problèmes à régler que si tu n'es pas aidé, si tu ne mets pas en place des disciplines, tu exploses. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai explosé parce que je n'avais pas de coach au début. Donc, tu es obligé d'avoir coach. Psy aussi, je pense que c'est vachement important parce qu'on parlait de l'écoute. Des personnes qui ont une écoute très importante. C'est très rare de tomber sur des gens qui ont une véritable écoute. Si tu as des gens autour de toi, des proches qui ont une bonne écoute, mais je peux dire que chéris ces personnes-là parce que ça vaut de l'or. Le rôle du psy, c'est que le psy, 90% de son temps, quand tu le vois, il t'écoute. Et donc ça, c'est juste, c'est thérapeutique. Le fait de te sentir écouté, c'est thérapeutique. Donc les deux ont des objectifs différents. Moi, j'ai plus vu des coachs parce que j'avais envie de pouvoir délivrer en tant que tout ce que j'ai envie d'être, donc en tant que bon père, bon entrepreneur, bon manager. Donc j'ai été coaché sur comment investir en moi pour pouvoir délivrer, avoir le bon niveau de performance. Deuxième point. Et le troisième point, ce que je fais avec mes amis, on a pas mal de choses qu'on met en place. Je peux en citer deux. La première, c'est que quand tu es entrepreneur et que quand tu es tellement focus sur la réalisation de tes objectifs et la perf, il y a des pendants à ça. Il y a des effets de bord. L'effet de bord, c'est que tu peux être trop obsessionnel. Et donc, tu peux t'écarter un peu de certains sujets très importants. Et donc, le fait d'avoir des potes qui vont te dire... Comme ta famille, par exemple comme ta famille, comme le temps que tu vas passer avec ta femme, comme les rapports assez obsessionnels que tu vas avoir à la réalisation de tes objectifs versus à des moments plus légers. Et donc, d'avoir des potes qui vont être là pour toi, faire parfois des interventions, tu vois, plusieurs fois, quand on va un peu trop loin, on fait des interventions, on fait un déj entre 3-4 potes et on se dit, là, zone de vigilance, mon pote. Zone de vigilance, faut que tu fasses attention, etc. Donc, on met ça en place. Et le deuxième truc qu'on fait, ça fait un peu de temps qu'on ne l'a pas fait, d'ailleurs, il faudrait qu'on le refasse. C'est un de nos potes, Vincent Bucaille, qui a organisé ça. Donc, c'est un dîner inspiré du Galion, c'est une association d'entrepreneurs, où on fait ce qu'on appelle donc un break the ice. Le principe, c'est que tu te retrouves entre potes, entre 5 et 10 personnes, et tu vas choisir 2 personnes qui vont expliquer quel est leur plus gros problème dans la vie en ce moment. Ça peut tout être. Ça peut être, alors c'est que des entrepreneurs qui ont fait ça, mais ça peut être, je ne sais pas moi, ma boîte n'est pas encore rentable. Ça peut être, j'ai un associé avec qui ça ne se passe pas bien. Ça peut être, mon équilibre pro-perso est en danger. Et donc, on choisit 2 personnes. Et là, il y a une méthode qui est vraiment efficace. La personne va s'isoler avec ce qu'on appelle un rapporteur. Et elle va parler pendant une demi-heure de ses problèmes. Et donc, le rapporteur va tout noter, poser des questions, écoute active, et va dresser
la situation de la personne qui a son problème. Ensuite, on revient à table avec tous les autres entrepreneurs. La personne qui a pris les notes va expliquer, va restituer le problème de la personne. Ce n'est pas la personne qui parle de son problème, c'est celui qui restitue. Et ensuite, on fait un tour de table. Et chaque personne va devoir donner un avis, évidemment, bienveillant pour aider l'entrepreneur à résoudre ce problème. Et on a des sessions qui sont d'une intensité. Très souvent, tu as des gens qui pleurent, tellement c'est fort et tellement c'est intense. Et tu as des prises de décision le lendemain ou la semaine d'après qui sont dingues. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ben, c'est quand même une chance incroyable de dire que tu as 9 personnes qui sont parmi les plus intelligentes que tu connaisses, qui ont chacune leurs particularités différentes, inhérentes à leur histoire, à leur expérience, à leur vie, à leur contexte, à leur domaine d'activité, et qui vont pouvoir te donner un avis extérieur sur ta situation. Enfin, forcément, c'est une ouverture de perspective qui est dingue. Je voudrais juste terminer sur cette partie avec l'aspect coaching, parce que tu dis tout le monde devrait avoir un coach, et surtout les entrepreneurs. Et pour autant, ben, tu vois, le coach, tu te dis, tu vas peut-être avoir plutôt tendance à le voir quand tu as déjà une problématique, quand tu as un sujet que tu as du mal à régler, etc. Peut-être pas, voilà, et peut-être même pas trop savoir. Ben, tu vois, comme c'est une forme de couteau suisse un petit peu, tu te dis, bah, il peut tout faire, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Enfin, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Si je prends le contexte de l'entrepreneuriat, par exemple, bah, tu as déjà un board, tu as ton codir, tu as tes collaborateurs qui sont potentiellement spécialisés dans certains domaines, dans certains secteurs, tu as tes amis entrepreneurs. Dans tout cet écosystème, qu'est-ce que le coach t'apporte de différent? Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de choses, de sujets que tu as débloqués avec lui, que ce soit sur le plan pro ou perso, et en quoi est-ce que ça a vraiment été un game changer dans ta performance, dans ta progression, dans ta transformation comme guerrier? Ouais. Alors déjà, je pense que j'ai écorché le prénom d'un des coachs que j'ai eu, c'est Mathieu Langeard. Je ne sais pas si j'ai pas dit Vincent, bref. Alors, il y en a beaucoup, mais moi, quand je vois un coach, il y a plusieurs manières de voir un coach. Tu peux voir un coach sans problème précis et tu vas juste parler de tes problèmes et ensuite tu vas focus sur un problème. Moi, souvent, j'y vais avec ma liste de courses. J'y vais avec le problème identifié du moment. Donc, à un moment, j'ai eu des sujets sur comment maximiser mon énergie dans la boîte, avec notamment comprendre des personnes qui vont m'en donner beaucoup, m'en donner un peu et parfois m'en prendre. Donc là, j'ai fait un vrai bilan de ça, de savoir du coup comment je dois organiser mes journées pour faire en sorte de jouer sur les énergies des gens. La deuxième chose que j'ai faite, ça a été de faire en sorte d'identifier les compétences de mes collaborateurs pour les mettre à leur X, donc le croisement de là où ils sont bons et ce qu'ils aiment faire. Et donc ça, j'ai passé du temps à comprendre si chaque collaborateur de la boîte, et d'ailleurs il faut que je le fasse encore beaucoup plus, chaque collaborateur de la boîte est bien au bon endroit, au bon positionnement. Donc ça, c'est deux exos concrets que j'ai pu faire. Après, il y en a d'autres qui sont plus techniques, qui est comment tu vas animer un board, comment tu vas animer aussi un codir, comment tu vas faire en sorte d'avoir un séminaire qui va être impactant. Et il y a plein de sujets. Moi, je viens avec ma liste de courses. C'est plus des soft skills que des sujets business opérationnels. Ça dépend. Parce que pour les sujets très business et opérationnels, là, je vois plutôt des entrepreneurs qui ont 10 ou 15 ans de plus d'expérience de plus. Et là, je vais venir avec un problème très, très concret sur… j'ai une équipe de 12 conseillers. Je dois recruter un directeur commercial. Ce directeur commercial, il faut qu'il ait quoi comme compétences? Est-ce qu'il faut qu'il soit plus directeur commercial qui va faire monter en compétence les commerciaux et les former avec beaucoup de suivi? Ou est-ce que ça va être un directeur commercial, on va dire, plus souple et avec moins de cadres et moins de suivi? Donc, quel type de directeur commercial il faut recruter? Ça, c'est des sujets très techniques. Comment est-ce que tu vas mettre en place un plan de rémunération pour tes équipes commerciales qui va fonctionner? Ça, c'est des sujets qui demandent de parler à des personnes qui ont déjà fait ça des centaines de fois. Et là, qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Hyper intéressant. On a fait un bon tour. On a parlé de tous les hacks qui te permettent d'exprimer ton plein potentiel. On a parlé de notre rapport à l'argent, des projets de vie et du fait d'investir en soi et d'investir son argent. On a parlé d'entrepreneuriat et de la façon de catalyser cette réussite, d'alignement.
On a fait un tour assez large, je pense. Je ne sais pas s'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé parler. Non, c'était top. Génial d'échanger avec toi. On a traité de tous les sujets. Dans ce cas, je te propose de terminer ce podcast avec un petit takeaway. Si en 2-3 minutes, il y avait 2-3 messages que les auditeurs pourraient emporter avec eux, vraiment les choses fondamentales dont tu aimerais qu'ils se souviennent de cet épisode et qui peuvent avoir un impact réel dans leur vie. Donc des choses, si possible, relativement concrètes et voilà, qui peuvent réellement changer petit à petit leur quotidien. Pour que ça fasse écho à tout ce qu'on a dit, je dirais, première chose, passe du temps à savoir ce sur quoi tu es bon, et pour que ce soit très concret, demande aux autres. Demande à ton manager, demande à quelqu'un dans ta boîte, demande à quelqu'un de ta famille, à un pote. À ton avis, je suis bon dans quoi? Ça va te permettre d'avoir des informations utiles là-dessus, et aussi pour savoir ce sur quoi on est bon. Une bonne manière de le savoir, c'est quand tu fais quelque chose et tu comptes pas. Ça te demande zéro énergie. Tu es bien, tu es en situation de flow. Et quand tu es en situation de flow, généralement, c'est les trucs sur lesquels tu es bon. Deuxième chose que moi j'ai mis en place et qui m'a énormément aidé, et qui est très utile parce que tu as un max d'énergie et tu n'es plus malade, c'est le froid, exposition au froid. Donc douche froide ou bain froid, mais il faut être exposé au froid, ça fait un bien de fou. Et troisième chose, travailler son écoute pour aider les autres. Et travailler son écoute, c'est s'efforcer de comprendre le problème que la personne a en face, les croyances que la personne a en face, pour que ton discours soit ait le plus d'impact possible. Magnifique, j'adore. Si on veut bosser avec Climb, c'est ouvert à tous, il faut un budget minimum, tu travailles qu'avec des entrepreneurs. Si on veut participer à un des breakfasts avec des intervenants de haut vol, c'est seulement ouvert aux clients, aux salariés. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la relation que nos auditeurs pourraient avoir avec Climb? Ouais, bien sûr. Écoute, aujourd'hui, nous, les clients qu'on a chez Climb, c'est des clients qui placent à partir de 10 000 euros. C'est le segment de clientèle qu'on vise. Et donc, on les aide sur deux choses, deux services principaux. Un, c'est on les aide à investir pour faire fructifier leur patrimoine. Et deux, on les aide à faire leur déclaration de revenus chaque année. Parce que c'est une grande problématique pour les gens. Ça fait chier tout le monde de faire ses impôts. Et donc, nous, on les aide là-dessus. Donc, pour être client Climb, il faut faire partie de ce segment de clientèle. Et pour répondre à ta question, aucun problème pour inviter des personnes de ton podcast à assister au prochain Summit Breakfast. Le prochain, ça sera avec Jean de la Roche-Brochard. Ah yes, j'ai reçu sur le podcast aussi. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais. Oui, bien sûr, je l'ai écouté d'ailleurs. Et donc ça va être fin septembre, donc je pourrais te confirmer la date. Et donc il va parler de son parcours, de tout ce qu'il a mis en place aussi, ce qui marche bien. Il est actionnaire chez moi. Et donc, aucun problème pour inviter les personnes de ton podcast. Ok, trop cool. Et donc, pour te contacter, donc on va directement sur Climb, on t'ajoute sur LinkedIn, on fait quoi? Sur LinkedIn, le meilleur canal, c'est on m'envoie un message LinkedIn. Et pour tester le service, on va sur climb.fr et puis tout de suite, on peut faire une simulation et tester le service. Trop cool. Bah écoute, un grand merci Aldric pour tout ça. C'était riche, c'était dense, à l'image de nos valeurs partagées. Donc merci à toi. Merci à toi David, c'était cool. À bientôt.